Bonsoir, bienvenue dans Sport à la Une. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les lundis dans votre mag sportif. Notre invité ce soir est Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. L'actualité du football sénégalais est très riche. Nous essaierons d'aborder un maximum de thèmes. La relation qui lie la Fédération sénégalaise à la Ligue Pro, alors que la LSFP est sous asphyxie financière. Les signaux sont au vert pour la Fédération sénégalaise de football. Le renforcement du staff de l'équipe nationale, recommandation de Aliou Cissé dans son rapport d'après-CAN. Maya Sinmar à la tête de la direction technique nationale. Un boulet pour les fédéraux, les yo-yo de la CAF quant à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Quels axes d'investissement pour développer notre football de la base au sommet? Le foot féminin encore à la traîne avec une sous-représentation des techniciennes dans les staffs des sélections nationales. Comme dirait notre confrère Mengen et dire pub de record Hubert, il y a à boire et à manger. Le monde du hippisme endeuillé à l'occasion de sa première journée de course. Bac Samba Koura Diop, propriétaire de chevaux décédé hier des suites d'un malaise. Nous retrouvons Madio Père qui va nous parler de cette triste ouverture de saison. Les buzz du web consacrés évidemment à la disparition tragique de Kobe Bryant à qui le monde entier a rendu hommage. Un sportif, une légende, une star du basket disparue à l'âge de 41 ans dans un crash d'hélicoptère qui a aussi emporté sa fille Diana et 7 autres passagers. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir Roman Fatou, bonsoir à Maître Augustin et à Hubert et aux téléspectateurs. Bonsoir Hubert. Bonsoir Mme Fatou, merci pour l'invitation. Bonsoir Maître. Voilà, bonsoir chef. La maison. Bonsoir Augustin. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir Hubert. Bonsoir Maître. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'était pas évident. Je pense, comme je le disais, nous avons fait preuve de persévérance avec votre calendrier très chargé. Mais aujourd'hui, le jour est arrivé. Nous allons pouvoir parler de football et il y a beaucoup de choses à dire. On va démarrer tout de suite par l'actualité de la Ligue Pro avec la 7e journée, 6e victoire d'affilée de Teungueth FC en 7 journées de championnat. Les Rufisquois ont désormais 6 points d'avance sur leur dauphin, l'AS Douanes, sévèrement battu par Djambar, 4-1. Djambar qui abrite en son sein l'actuel meilleur buteur du championnat, cher Ahmadou Bambadien, 10 réalisations. Le derby de la Petite Côte n'a pas connu de vainqueur, 0-0 entre le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte. Première victoire de la saison pour l'équipe de Augustin Senghor, l'US Gorée. Génération Foot en déplacement à Ziguinchor obtient le point du nul, les temps forts de la 7e journée, raconté par Momo Ndiaye. 6e victoire de Teungueth FC en 7 journées de championnat. Le club de Rufisque a battu ce week-end le Ndiambour de Louga 3-2. Début marqué par Bouli Sambou, Malik Sambou et Pape Oumar Fall. Les Lougatois ont réduit le score à 2 reprises sur 2 coups francs. Les Rufisquois possèdent désormais une marge de 6 points sur l'AS Douanes battu par le Djambar sur le score de 4-1 avec un doublé de Cheikh Bambadien qui est désormais le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 réalisations. L'AS Pikine sur le podium, le club de la banlieue a effectué l'une des grandes opérations de la 7e journée en allant battre le promu Celeps de Thiès à domicile 1-0. Pas de vainqueur dans le derby de la Petite Côte après 2 victoires consécutives. Le Stade de Mbour n'a pas enchaîné lors du derby mbourois contre Mbour Petite Côte, sanctionné par un match nul, 0 but partout. Première victoire de la saison pour l'US Gorée, dernière équipe au classement. Les insulaires ont obtenu leur première victoire de la saison face à NGB Niaritali. Génération Foot a pris 1 point à Ziguinchor. Le club de Denis Birandao, en difficulté depuis le début de la saison, a concédé le match nul en déplacement à Ziguinchor face au Casasport, 1 but partout. Une 7e journée glorifique en but, 18 réalisations en 7 journées de championnat, 3 victoires à l'extérieur et 2 matchs nuls. Voilà pour l'essentiel de ce qui s'est passé durant cette 7e journée. On va rappeler les résultats et le classement. Voilà les résultats de cette 7e journée. TFC Ndiambour 3-2 pour les Rufisquois. De Carafe qui se reprend face à Dakar Sacré-Cœur, victoire 2-0. Le derby de Mbour n'a pas connu de vainqueur, score nul et vierge, 0 but partout entre le Stade et MPC.
Casasport, Génération Foot, 1 but partout. AS Douane, Djambar, 4-1. Donc, très belle victoire des académiciens. Gorée NGB, 3-0. C'est le sursaut d'orgueil de l'US Gorée, l'équipe de notre cher président qui est là avec nous. Et puis l'AS Pikine qui s'impose 1-0 devant Seneps au classement. Le Teungueth FC, donc leader avec 19 points, suivi de l'AS Douane, deuxième avec 13 points. Troisième position, Pikine, 12 points. Quatrième, Dakar Sacré-Cœur, 11 points en bas de tableau. 13e, NGB à 6 points. Et Lanterne Rouge, Gorée avec 4 points. Voilà, Président, le sursaut d'orgueil est arrivé, mais n'empêche pas pour le moment les insulaires de sortir de cette zone de relégation. Les Goréens derniers avec 4 points. Mais bon, moi, je veux surtout mettre en perspective un peu les saisons qui sont marquées par l'irrégularité de nos clubs. Vous êtes champion du Sénégal en 2016-2017. L'année d'après, vous vous retrouvez en seconde division. 2018-2019, vous revenez en Ligue 1. Vous allez en finale même de Coupe du Sénégal, vous êtes battu par Teungueth FC. Et cette année, les débuts sont difficiles. Alors, pourquoi de manière générale, nos clubs ont du mal à être performants dans la régularité? Écoutez, bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que chaque club a ses réalités en fait. Je ne pense pas que ça soit un problème global. En ce qui concerne Gorée, je sais simplement que cette année, nous étions en fin de cycle et nous avions décidé de renouveler notre effectif. À moins de 12 à 13 joueurs sont partis soit sous d'autres cieux, soit dans d'autres clubs ici. Mais c'était quelque part une volonté du club. Et au finish, avec le changement, ça n'a pas vraiment pris pour le moment. On a du retard à l'allumage et j'espère que le déclic a sonné hier. Donc, mais pour le reste aussi, je pense que ici comme ailleurs, d'une année à l'autre, la difficulté c'est de toujours se maintenir dans la performance parce que les effectifs sont instables. Ça, c'est une réalité au Sénégal. Et moi, je convoque toujours le modèle de club local au Sénégal qui fait que quand on est performant l'année suivante, on l'est difficilement. Je pense que Génération Foot est encore là pour le prouver pour cette année. Parce que simplement, notre modèle ne prête pas à un travail durable, à un maintien des performances au plus haut niveau. Peut-être que c'est là où nous devrons réfléchir. Oui. Mais tous les paramètres ne sont pas maîtrisés ni par le club, ni par la fédération. Et tout ça, c'est le résultat de l'environnement économique quand même difficile de nos clubs qui ne parviennent pas à retenir leurs meilleurs joueurs, même les moins bons, ils partent à la fin de chaque année. Je ne dirais même pas que ça soit en fait quelque chose de passif. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont même une propension à vouloir que leurs joueurs partent pour refaire leur santé financière pour la saison suivante, parce que quand ils viennent de gagner, quand ils sont partis en Coupe d'Afrique, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir tenir une nouvelle saison, pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre football repose essentiellement sur le capital joueur. Pas de sponsors, pas de subventions étatiques. Donc les dirigeants de clubs font preuve d'ingéniosité pour pouvoir tenir leur club. Ouais. Donc c'est tout ça qui fait que c'est très compliqué et ça, on le reconnaît. Alors Hubert, c'est vrai que le président parle d'un capital joueur, mais aujourd'hui on se rend compte, même côté transfert, qu'il y a beaucoup d'échecs parce qu'on voit ce qui se passe par exemple avec des joueurs qui partent notamment dans les pays maghrébins, qui reviennent. Jean Barthélémy dont on parlait, qui est un attaquant de Génération Foot qui est revenu. On sait qu'il y a aussi le cas de Falindao. Donc aujourd'hui, c'est quoi le modèle? Tous les joueurs veulent partir, mais parfois c'est à leur détriment. Oui, à leur détriment. C'est-à-dire que, comme l'a dit le président, nos joueurs ont cette propension, c'est-à-dire ils ont tous envie de partir, quelle que soit la destination. Vous donnez par exemple, vous avez cité tout à l'heure Jean Barthélémy, qui a été élu meilleur joueur local par l'ANPS et qui part dans le championnat maltais. Tout le monde sait qu'à Malte, il n'y a pas de football. Mais Génération Foot ne pouvait pas le retenir. Ouais. Parce qu'au-delà même des aspects financiers, il y a la pression familiale. Donc il y a la famille derrière qui fait pression sur les dirigeants du club qui ne peuvent plus le retenir. Donc les joueurs partent et on ne peut s'empêcher de convoquer le modèle de la Jeanne d'Arc du temps de Feu Oumar Seck,
où il était parvenu quand même à garder des joueurs. Et il a eu aussitôt des résultats. Justement, sur le continent. J'ai envie de poser la question au président. Est-ce que réellement les transferts aujourd'hui de joueurs, puisque vous êtes président de club aussi, vous permettent d'avoir des rentrées d'argent? Est-ce qu'on n'entend plus de transferts? Pas de manière substantielle. S'il y a des gros transferts, vous seriez les premiers à être au courant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on subit quelque part les lois du marché. C'est-à-dire aujourd'hui, souvent nos joueurs, quand ils partent, nos clubs ne sont pas en position de force. Le rapport de force n'est pas de notre côté. Très souvent, moi en tout cas, pendant que j'étais plus proche du club au sens de la gestion, il est arrivé souvent que des dirigeants vous disent on veut prendre votre joueur, qui est un joueur de talent, mais on vous demande de renoncer à vos droits, par exemple. Il arrive que beaucoup de clubs libèrent des joueurs dans l'espoir de recevoir des futurs intéressements. Et c'est là où c'est injuste, parce qu'on forme un joueur pendant 5-6 ans, il part libre, et quand il fait 1 an ou 2 ans, ici on sait déjà qu'il est talentueux, il fait même pas des fois une saison, une demi-saison, il explose. C'est le club qui vient de le recevoir, qui n'a investi aucun sou pratiquement dans sa formation, qui va prendre la plus grande part, l'essentiel. Mais Président, je pense que quelque part aussi, vous les clubs, vous êtes fautifs parce que vous ne communiquez pas. Par exemple, quand un joueur quitte ce championnat, quand il part, on n'a pas les, je sais pas, comment on dit, le prix ou bien les modalités comme ça. Et quelque part, ça manque de visibilité sur la transaction. Absolument. Bon, ça c'est de la responsabilité de chaque club. C'est-à-dire la fédération ne peut pas imposer à un club de communiquer sur un transfert, sauf s'il y a des raisons qui poussent à la transparence parce qu'il y a des problèmes. Mais généralement aussi, je pense que si on fait l'effort de chercher, on sait, parce que même de l'autre côté aussi, généralement les clubs où ils vont communiquent. Donc ils sont obligés de déclarer les montants, etc. Donc je pense que, en tout cas en ce qui concerne mon club, parce que c'est ce qu'on connaît, à chaque fois qu'on a eu des transferts, si en tout cas on nous demande, on a donné les montants, mais je peux vous dire que sur les dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, aujourd'hui, non mais la réalité c'est que... Parce qu'il y a aussi peut-être un retour sur l'investissement, parce que souvent le président de club aussi se dit, je vais récupérer ma mise, et voilà, parce que j'ai dépensé sur fonds propres, peut-être avant de communiquer sur... Même pas, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui rapporte le plus, ce n'est pas les indemnités de premier transfert. C'est généralement l'intéressement à la revente du joueur. C'est ça que les gens ciblent. Moi, je vois de grands clubs aussi qui acceptent même 10 000 € pour laisser un très bon joueur partir. Vous-même, vous l'avez dit aussi, ils laissent partir des joueurs dans des destinations qui ne sont même pas des pays de football. On voit un joueur de talent aujourd'hui qui pèse dans le championnat, qui représente quelque chose en équipe nationale locale, et on le laisse aller partir à Malte ou même dans d'autres zones plus exotiques. Un joueur qui évolue dans le championnat brésilien avec moins de talent peut valoir 5-6 millions d'euros. Minimum 10 millions d'euros. C'est aberrant, mais quand je parlais du rapport de force, en fait la loi du marché, on est aujourd'hui victime de cela. Mais ce sont les règles aussi de transfert qui permettent cela vis-à-vis du football africain en général, mais surtout du football sénégalais, parce que derrière la vérité, bon, vous dites que nous on est fautifs, mais je pense que les responsabilités sont partagées. Il devrait y avoir une politique pour faire de ce secteur du football local une vraie locomotive de l'économie du football, mais même du sport sénégalais. Aujourd'hui, l'État devrait s'intéresser à cela, voir quel levier toucher. Quand j'en parle, ce n'est pas pour dire l'État doit... S'ils veulent le faire, c'est encore mieux. Mais sinon, qu'ils créent des mécanismes incitatifs pour pousser les sociétés, certains partenaires, les agences à investir dans le football, à investir dans les clubs, puisque la seule ressource liée au transfert ne peut pas permettre à un club de vivre. Je suis désolé. Et vous-même, vous l'avez dit, qu'est-ce qui se passe après le dirigeant, il tape sur sa poche. Et c'est très difficile. Ces dirigeants-là, ils ont une autre activité professionnelle. Très souvent, c'est des pères de famille. Ils privent leur famille pour le consacrer à des équipes. Et des fois aussi, une fois que le joueur a pris de la valeur, il ne contrôle même plus son avenir, ni les retombées qui doivent revenir au club. Sur les doigts du main. Alors justement, mais de ce point de vue, il faut aussi noter que le football local a perdu du terrain.
C'est-à-dire, autrefois, nos joueurs quittaient le championnat local pour aller directement, par exemple, en D1 française. C'est ce qui s'est passé. Mais depuis, on peut même dire de ce point de vue qu'il n'y a pas de plus-value par rapport à la Ligue Pro. Ouais. Nos joueurs maintenant vont à Malte, à Chypre, peut-être en D2 égyptienne, etc. Ouais, alors qu'ils ont été très performants cette année-là. Autrefois, Youm, Tcherno Youm, Roger Mendy, etc., ils quittaient la D1 pour aller jouer dans l'élite française. Alors, le président évoquait l'environnement très difficile pour le football local. Cela nous permet aussi d'aborder un sujet qui a été souvent évoqué ici, d'ailleurs, avec les acteurs du foot local. Président, ça concerne évidemment vos rapports avec la Ligue Pro. Dernièrement, il y a quelques mois, vous avez même été mis sur le banc des accusés. On considérait que la Fédération sénégalaise de football n'appuyait pas assez cette Ligue Pro qui connaît beaucoup de difficultés financières. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le voir avec des tableaux. Aujourd'hui, est-ce que les rapports sont plus positifs entre la Ligue Pro et la Fédération sénégalaise de football? Écoutez, à ma connaissance, depuis que la Ligue Pro a été créée, je dis bien depuis que la Ligue Pro a été créée, la Fédération a toujours été aux côtés de la Ligue. Même quand la Ligue était plus autonome financièrement, nous avons toujours accompagné. Il est arrivé qu'on paye des frais d'arbitrage, qu'on prenne en charge d'autres parts du budget de la Ligue Pro. Et ces dernières années, c'est allé en s'accentuant. Même quand ce débat s'est posé, quand on s'est retrouvé entre dirigeants de la Ligue et dirigeants de la Fédé, on s'est rendu compte effectivement que la Fédé injectait beaucoup d'argent dans la Ligue, plus que les gens ne le pouvaient l'imaginer. Et peut-être que, comme c'est à l'interne, je pense qu'il ne faut pas oublier que la Ligue professionnelle, c'est un démembrement de la Fédération. Il n'y avait pas lieu de communiquer autre mesure sur ça. Mais ça a toujours été le cas, on a toujours accompagné. Donc quand les gens sont venus et qu'on leur a sorti les chiffres, ils se sont rendus compte de cela. Après, qu'au bout de quelques années, effectivement, qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que la Ligue a perdu des sources de revenus très très importantes comme les partenariats qu'ils avaient, mais aussi avec le fait que Orange, avec Orange essentiellement, mais aussi le fait que les gens avaient eu beaucoup d'espoir avec l'avènement de la chaîne chinoise StarTimes, mais qui n'a pas pu se concrétiser malheureusement. Ça a mis la Ligue dans une situation financière difficile. Et quand ils ont saisi la Fédération a décidé pour cette saison en tout cas, non seulement de les aider à apurer leurs dettes, mais aussi pour cette saison d'accompagner et de prendre en charge totalement l'organisation, les arbitres, tout pour cette saison. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, il faut le savoir, la Fédération se retrouve à prendre en charge 100% de toutes les charges du football sénégalais. Et ça, il faut le quantifier en termes de milliards. Donc, c'est énorme. Mais pour revenir un peu, non pas remonter dans le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un passif par rapport à l'avènement de StarTimes, puisqu'on a senti qu'à ce moment-là, la Ligue Pro a voulu faire cavalier seul. Est-ce que la Fédération, et vous notamment les dirigeants, vous ne vous êtes pas sentis un peu vexés, vous les avez laissés se dépêtrer de ce dossier, et on vous a aussi reproché par rapport à Orange de n'avoir pas tiré la Ligue Pro avec vous sur les renouvellements de contrats de partenariat. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on sache que, contrairement à la Ligue amateur, c'est la Fédération, mais aussi c'est des membres qui ont décidé que la Ligue professionnelle soit autonome financièrement et aussi sa propre personnalité juridique. Donc, il ne pouvait pas s'agir, en ce qui concerne Orange, de tirer la Ligue Pro ou pas. C'est deux contrats distincts. Et je peux dire aujourd'hui aussi, pour convoquer le passé, que si Orange est entré en contrat avec la Ligue Pro, c'est grâce à la Fédération, parce qu'à un moment donné, c'était du temps du président Lamotte, l'Orange ne voulait pas et les gens avaient démarché une autre société concurrente, Tigo. Et c'est nous-mêmes, Fédération, qui à un moment donné avons pu pousser Orange à s'engager avec la Ligue Pro en leur disant: si vous ne voulez pas que notre concurrent vienne dans le football, vous n'avez qu'à signer à leur place. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc ça veut dire que nous avons toujours été là. Après, sur justement la renégociation du nouveau contrat, la Ligue est venue avec de nouvelles propositions à la fin de leur contrat. Ils ne se sont pas entendus. Et comme ils étaient autonomes, effectivement, ils ne nous ont pas consultés. Et c'est à la fin qu'on a su qu'effectivement qu'il y avait ce problème-là et que, d'ailleurs,
Orange nous a informé, écoutez, on est arrivé à un point de rupture parce que la saison va démarrer, on n'a pas pu renouveler. Donc on a essayé de jouer les bons offices. Mais je le dis ici et je le maintiens, il était hors de question, parce que ce contrat-là n'était pas signé, que nous, fédération, nous renoncions aussi à ce contrat. Il ne faut pas superposer à un problème déjà existant un autre problème qui allait priver quand même le football d'une manne essentielle avec un sponsor qui est le seul à cette époque-là à s'engager substantiellement aux côtés du football dans sa globalité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est Orange qui a beaucoup plus besoin de l'équipe nationale du Sénégal que le contraire. Vous, en tant que défenseur du football, on sait que cette équipe nationale du Sénégal, si elle est performante, c'est parce qu'on a des clubs quand même qui ont fait un travail solide avant. Et pourquoi pas essayer de, je sais pas contraindre, mais en termes du genre, pousser Orange à faire un package comme ça, sponsoriser l'équipe nationale du Sénégal, c'est bien, mais en même temps aussi sponsoriser le football local, parce que si le football local meurt, certainement ça va avoir des répercussions sur la sélection nationale. Écoutez, moi d'abord, je pense qu'il faut corriger une chose. Les rapports contractuels entre un sponsor et donc une discipline quelle qu'elle soit ne reposent pas sur un prisme de dépendance du sponsor vis-à-vis de cette discipline. Je pense que c'est des rapports qui sont plutôt réciproques, qui sont dialectiques. Autant nous, on a besoin de sponsors, autant peut-être eux, ils ont besoin de visibilité. Sauf que il est arrivé, sauf qu'il est arrivé des moments où beaucoup de sponsors sont partis, d'autres sont restés. Et ça, c'est important dans la relation, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous, ce qui était en notre possibilité en termes de négociation, en termes de mise en contact, on l'a fait jusqu'au bout. Et on n'a rien à se reprocher. Les témoins de cet épisode qui est derrière nous étaient là. Et même derrière moi, quand on a discuté avec la Ligue, on a dit il faut remettre les choses en place, aller renégocier avec Orange. S'ils s'entendent, c'est tant mieux. S'ils ne s'entendent pas, à partir du moment où ce contrat-là n'est pas dans le périmètre du contrat fédéral, la Ligue professionnelle peut même aller aujourd'hui négocier avec n'importe quel autre partenaire. C'est ça la règle. Vous savez, c'est les règles, moi je convoque cela, les règles du marché. C'est une liberté contractuelle. Les gens, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Très bien. Alors, Hubert, sur ce point-là, très rapidement, avant qu'on ne mette aussi une image sur les chiffres, hein, c'est important. Oui, moi je me dis quand même, j'abonde dans le même sens que Cheikh, c'est-à-dire que la fédération, Bert l'a dit tout à l'heure, la Ligue Pro, quand même, c'est un démembrement de la fédération. Donc la Ligue Pro est sous la tutelle de la fédération. La fédération l'appuie, on l'a vu, l'appuie depuis plusieurs années, et très conséquemment, cette année surtout, sinon il n'y aurait pas eu de championnat. Tout à fait. Donc je crois que la fédération, quand même, peut, dans les négociations, devrait pouvoir prendre la Ligue Pro et le mener à... Voilà. Donc, mais on le fait pleinement. Hein. Donc, au début de la saison, nous sommes allés ensemble. Moi, personnellement, j'ai assisté à des réunions Ligue Pro et Orange. Ils ont repris donc Langue. Ils sont en train de discuter sous en fait, la facilitation de la fédération. Les discussions continuent. Après, comme j'ai dit, à partir du moment où un contrat finit, il faut pouvoir négocier à notre avantage pour que si Orange revient, qu'elle revienne à des conditions acceptables. Parce que c'est ça aussi le problème. Il n'est pas question pour nous autres, football, d'accepter des propositions qui ne nous paraissent pas acceptables en ce moment-là. Et on a également l'impression que l'épisode Excaf StarTimes s'est terminé en queue de poisson. On n'en parle plus. C'est rangé aux oubliettes. En queue de poisson, je ne peux pas dire, hein, parce que je pense que je n'ai pas eu connaissance d'une rupture officielle de ce contrat-là. Il s'est trouvé que justement, parce que la Ligue professionnelle nous avait sollicité, donc ce qui me paraît le plus normal, nous leur avons dit que, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on ne peut pas avoir signé pendant une année avec un partenaire, lui donner de la visibilité, lui donner des images, et qu'en retour, et surtout, tout le monde l'a vu, le football dans son ensemble, et particulièrement la Ligue Pro, s'est beaucoup battu sur un terrain qui n'était même pas le nôtre pour essayer de faire, en train de permettre à StarTimes de pouvoir s'installer, parce qu'il y a cet enjeu qui est derrière aussi le blocage qu'il y a eu, et qu'en retour,
dans la difficulté que la Ligue elle-même ne voit pas ce partenaire-là, ne serait-ce qu'avancer une partie des fonds pour encourager dans les efforts de mener ce combat. Et justement, certains reprochent à cette Ligue Pro de souvent faire cavalier seul. On se rappelle de cette audience que le chef de l'État avait accordée à ces acteurs. À certains acteurs du football local. Mais vous, en tant qu'instance fêtière de ce football-là, est-ce que vous avez été associé? De quelle audience il s'agissait? Lors de la campagne électorale. Non, c'est pas une Durant la audience, campagne. C'était pendant la campagne. C'était un meeting. C'était un candidat qui a rencontré des électeurs, semble-t-il. Donc, Des électeurs. il faut le voir comme ça. Non, mais ils sont pas mais quand même. Ils sont vous y partis étiez. sous la bannière de la Ligue Pro. Parce qu'il y avait le président et il y avait toutes les personnes importantes de la Ligue Pro. On n'avait pas vu les dirigeants de la Fédé. Oui, mais parce que c'était à leur initiative. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher fondamentalement d'avoir essayé de chercher des solutions, d'avoir essayé comment on dit, de secouer le cocotier pour que... Est-ce que vous êtes lésé quand même face à cette démarche? Écoutez, lésé, c'est trop dire. Hein. Donc, mais Frustré? bon, après, comme je l'ai dit... Hein, Frustré? frustré, même pas. Moi, je suis président de fédération. Ce qui m'importe, ce n'est pas ma personne, c'est voir si ce que je fais, en tout cas ce que le football fait, et la Ligue fait partie de cela, est en adéquation avec nos statuts et règlements. Est-ce qu'on peut s'impliquer dans la politique? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Et aussi... Et la réponse, c'est a priori non. En tout cas, ce n'était pas la bonne période. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a une bonne période? Oui ou non? Vous Écoutez, avez regardé. à chaque fois qu'il y a eu des élections, je pense, autant que je me souvienne, pas dans ce format-là où c'est les électeurs qui demandent à recevoir le chef de l'État, etc. Mais je me souviens qu'en 2012, plusieurs candidats sont allés vers le monde sportif. Je pense qu'il y a toujours, lors des élections, des groupes cibles qui intéressent forcément les chercheurs de voix. Donc, les chasseurs de voix, je dirais. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le placer. Je me souviens qu'en 2012 aussi, beaucoup de candidats avaient rencontré le monde sportif dans sa globalité. Mais aujourd'hui, quand on doit tirer le bilan justement de cette rencontre, on a l'impression que les acteurs de la Ligue Pro pleurent toujours les mêmes conditions de travail, le manque de soutien de l'État. Donc, comme vous disiez, secouer le cocotier, mais en réalité, est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce que les promesses ont été respectées? Parce que quand même, vous êtes dans ce giron-là. Écoutez, quelles promesses ont été respectées? Est-ce que des promesses ont été faites? Si. Bon, il y a eu des promesses de fait. Il y a eu des promesses de soutien parce que la Ligue Pro n'a jamais bénéficié de soutien de l'État. Donc l'État s'était engagé à travers le candidat sortant à soutenir la Ligue Pro. Et il y a même une nébuleuse. Bon, il y a des rumeurs qui disent qu'une partie de l'argent a été libérée et que les gens ne maîtrisent pas trop quel a été le circuit de cet argent-là. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Si vous en savez plus, dites-le à haute voix, comme ça on saura qui a donné et qui a reçu. Je le dis à haute voix. Il paraît que l'argent a quitté le trésor public. De cet aspect-là, les promesses, aujourd'hui je dis les clubs sont en souffrance. La preuve, vous êtes obligé d'injecter de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'État vienne en aide à ce football local? À ce niveau, il est clair que en tout cas, en Afrique, tous les footballs qui ont pu asseoir un développement de leur compétition d'élite ont eu l'apport de leur gouvernement ou de leur État. Vous allez au Maroc, c'est pratiquement, je dirais, le roi qui finance tout le football, que ce soit le football amateur, le football professionnel. Ils ont créé c'est même pas une ligue, c'est un groupement. Et c'est l'État, c'est le roi qui injecte à travers la fédération énormément d'argent. Quand je dis c'est énormément, c'est l'équivalent de 100 millions par club, ou même plus, au minimum. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que moi, je parle par expérience en tant que dirigeant de club, parce que j'ai eu beaucoup de joueurs qui ont été transférés au Maroc, mais quand ils ne payaient pas, quand on a une décision au niveau de la FIFA et que le club ne s'exécute pas, on saisit la fédération paye et retire l'argent sur les fonds qui sont destinés au club. Donc,
Vous allez en Afrique du Sud aussi, c'est vrai que le tissu économique et le sponsoring sont très développés, mais l'État est présent. En Égypte, c'est pareil. Au Gabon. Et aujourd'hui, moi je pense au Gabon, mais ça n'a pas fait... Ouais, ça n'a pas fait long feu. Ouais, voilà. Donc ça montre aussi que même avec le soutien de l'État, ce n'est pas suffisant. Pas évident. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Avec aujourd'hui un appui, même dans une période limitée, sur 3 ans, avec un programme pour développer le football local. Et aujourd'hui, pour cela, il faut peut-être que ça, c'est notre part de responsabilité, arriver à convaincre l'État qu'on est dans un secteur économique à part entière, qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui vivent du football. Ces clubs que vous voyez, qui vivotent, qui se battent, bon an, mal an, payent par mois à peu près 5 millions pour les plus faibles, comme mon club Gorée, qui sont les moins fortunés. 5 millions ou 6 millions de salaire, les autres ils sont à 10 millions. Donc aujourd'hui, multipliez-le par mois, voyez combien maintenant d'administratifs vivent dans ces clubs-là et gagnent leur vie, entretiennent leur famille. La Ligue Pro qui a aussi du personnel, la Fédé, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est un secteur économique à part entière. Et c'est là où l'État doit non seulement mettre en place un programme d'appui pour accompagner la Ligue professionnelle. Et si ça marche, on peut aussi dupliquer ça dans d'autres disciplines sportives. Donc même le basket aujourd'hui gagnerait à se professionnaliser. Peut-être aujourd'hui, ça n'a pas le même impact, mais c'est ça la vérité. À côté de cela aussi, l'État, je pense, forcément, avec la force de la puissance publique, a une capacité de lobbying pour demander aux annonceurs d'y aller. Aux sociétés nationales, écoutez, sur vos bénéfices. Depuis longtemps. Et pourquoi ça ne marche pas? Depuis 10 ans que la Ligue... On ne va pas rester sur la Ligue Pro non plus. Je n'ai pas la réponse, mais, c'est vrai que ça nous, bouge pas. On ne se relâchera pas là-dessus, on continuera à se battre. Parce que j'avoue que la condition du dirigeant de club sénégalais, je ne parle même pas du dirigeant amateur, mais même du dirigeant de club professionnel est très très difficile. Sans compter les joueurs aussi, n'oubliez pas les joueurs qui sont aussi les premiers acteurs voilà, de ce football. En tout cas, comme je vous le disais, on a trouvé quelques chiffres qui nous sont donnés par des sources sûres, la commission de finances de la Ligue professionnelle, donc sur l'aide de la Fédération sénégalaise de football à la Ligue Pro. Donc si vous regardez le passif de la Ligue Pro au début de l'exercice 2019-2020, 373 430 000. Donc on sait que les saisons, on le disait tout de suite, Hubert, ont démarré avec 2 mois de retard. Le reliquat des arbitres, plus de 22 millions. Récompense des clubs, 132 500 000. Et des factures externes. Et à ce niveau-là, la Fédération sénégalaise de football a décidé de solder le reliquat des arbitres pour 2018-2019 et de solder également le montant au club lauréat. Donc ça veut dire les 132 millions dus au club, et il y a aussi les 150 millions que vous avez mis à la disposition de la Ligue, président. Et pour la saison en cours, vous l'avez dit tout de suite, la fédération qui prend en charge les salaires du personnel, la Ligue Pro, les honoraires des arbitres et les charges liées au fonctionnement jusqu'à ce que la Ligue Pro trouve son équilibre financier, des chiffres donnés, donc je le disais, par Sam Diatta, pour être tout à fait précis. Vous confirmez tout cela, Président? Oui, non, mais ça a fait, je pense, l'objet de décisions en comité exécutif et surtout d'un communiqué assez exhaustif qui a retracé tous ces chiffres-là. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle, donc c'est exactement ça. Parce que soit il y avait deux alternatives qui consistaient à dire, bon, la Ligue n'y arrive pas, on l'a dissous, mais après il faudra mettre une structure fédérale pour gérer ce championnat d'élite-là. Parce qu'il est hors de question, à mon avis, de revenir en arrière pour revenir à l'amateurisme total. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà du fait que ça permet de développer un football avec des joueurs qui puissent éclore donc pour aller monnayer leur talent, il y a aussi que c'est une protection vis-à-vis des textes de la FIFA d'avoir un football qui a un statut professionnel. Donc auparavant, déjà on parle du fait qu'il y a peu de moyens qui sont dégagés par les transferts. Mais s'il n'y avait pas ce statut de joueur professionnel, nos clubs ne pourraient même pas se protéger vis-à-vis des clubs européens étrangers qui viendraient prendre les joueurs gratuitement et qui partiraient. Parce que la législation au niveau de la FIFA leur permettrait cela. Très bien. Alors on va parler à présent d'un autre thème.
le réinvestissement des fonds issus du mondial, cher Tidiane Diaw? Voilà, les comptes de la Fédé quand même sont ouverts depuis 2 ans, il faut le dire, avec pas moins de 7 milliards de francs CFA engrangés c'est pas des bénéfices, hein, parce que l'État, la Fédé quand même a eu à faire des dépenses. Comment réinvestir cet argent pour le bien du football sénégalais? Ce sont des questions qui intéressent les amateurs. C'est ce que nous allons voir dans cet élément. L'équipe nationale de football du Sénégal, une mine ou une poule aux œufs d'or de la Fédération sénégalaise de football 2018 et 2019 ont été des années fructueuses sur le plan financier, avec la participation du Sénégal au mondial russe et la CAN en Égypte, où les Lions ont accédé en finale. Avec une somme aux alentours de 7 milliards de francs CFA engrangés, la Fédération sénégalaise de football est du coup devenue liquide, ce qui a le mérite de lui conférer une certaine autonomie, d'où les dépenses engagées, avec par exemple le paiement des primes des joueurs entre autres. Les dépenses également pour le centre de développement technique Jules-François Bocandé du Toubab Dialaw et le centre d'excellence de Guéro. N'empêche, des questions se posent sur l'utilisation de ces fonds. Certes, la Fédération sénégalaise de football est venue à la rescousse de la Ligue Pro pour sauver la saison 2019-2020 avec un financement de 150 millions de francs CFA. Mais certains observateurs soutiennent que c'est insuffisant pour ce football local qui a pratiquement produit la base de cette sélection. La relance de la petite catégorie est-elle prise en compte dans cette manne financière? Les acteurs et amateurs attendent de voir des réalisations sur cette question sous la houlette de la direction technique nationale. Le programme de construction de sièges de ligue dans les régions est-il pertinent au moment où nos clubs ont du mal à survivre? La règle de la pyramide inversée semble être rangée aux oubliettes. Voilà, Président, c'est un travail de longue haleine qui vous a permis d'être aussi à ce niveau, les fonds, les signaux ouverts, comme on dit, la participation à la Coupe du Monde. Moi, l'une des idées que j'avais retenues à l'époque, c'était la construction de bureaux pour les ligues régionales. Où est-ce que vous en êtes de ce projet qui ne suscite pas forcément l'adhésion de tous? Ah oui, ça c'est nouveau, puisque c'est quelque chose qui a été discuté et en comité exécutif et en assemblée générale, donc c'est la première fois que j'entends. L'adhésion de tous, c'est surtout au niveau des acteurs du football local. Ah d'accord. Non, bon, c'est en cours, hein, donc je pense qu'il y a un train de mesures d'investissement qui sont en cours et la construction des ligues régionales en fait partie. Après, il y a la phase préparatoire, parce qu'on ne peut pas venir de but en blanc construire. Il faut que ces ligues-là aillent au niveau de leurs autorités locales pour pouvoir bénéficier de surfaces sur lesquelles vont être édifiés ces bâtiments qui vont servir de siège aux ligues. On leur demande aussi que ça soit au nom de la fédération, parce qu'il faut qu'on puisse préserver ce patrimoine-là au nom de la fédération. Et une fois que c'est fait, c'est à partir de ce moment-là que donc, les travaux vont commencer. On le fera par grappe. Nous avons aujourd'hui à peu près 3 à 4 ligues qui ont rempli tous les critères et nous avons lancé cela. Et entre-temps aussi, il y avait une option aussi qui s'est présentée, c'est qu'on s'est rendu compte que, mais ce n'est pas le problème du Sénégal, d'autres pays aussi sont dans la même difficulté avec les fonds Forward. Sur le Forward 1.0, il y avait beaucoup de fonds qui étaient destinés à des enfants qui n'ont pas pu être utilisés. Et donc, on a dit que peut-être qu'il faut le placer sous ce financement-là. Et donc, aujourd'hui, c'est le Forward qui va financer. Les dossiers répondent à des procédures qui sont plus ou moins compliquées de la part de la FIFA et qu'il faut remplir. Mais tout est en bonne voie. Donc, oui, mais maître, pour les sceptiques, ils se disent, est-ce qu'en l'état actuel du football sénégalais, la construction de sièges de ligue est une priorité? C'est une priorité. Je pense que c'est la réponse. En quoi c'est, je sais pas, c'est important. Mais cher Tidiane, en quoi avoir des bureaux ici est important pour vous qui travaillez ici? Mais la priorité ne serait-il pas de faire... Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, les ligues, le rôle, c'est d'être quand même des prolongements de la fédération au niveau de la base. Donc il y a 14 ligues régionales. Aujourd'hui, il y a des ligues qui n'ont même pas de siège, qui n'ont même pas de bureau. Ils doivent pouvoir se réunir, ils doivent pouvoir mener à bien la politique qui est définie par la fédération. Et vous pensez que chaque ligue puisse bénéficier d'un siège fonctionnel n'est pas une nécessité? Je pense que moi, je suis sûr. Pourquoi pas louer un bâtiment? Pourquoi pas louer un bâtiment? Une nécessité peut-être, mais peut-être pas une priorité en l'état actuel de notre football.
Par exemple, ça dépend qui définit la priorité. Si voilà, c'est vous les journalistes, peut-être. Mais si c'est les acteurs. Non, on pose la question. Non, mais moi je réponds tout à l'heure. Je vous ai dit que. Il y a des problèmes. Par exemple, vous allez à Diourbel, ils n'ont pas de pelouse, ils n'ont pas de terrain de football, ils n'ont pas d'aire de jeu. Alors, ils vont bénéficier d'un siège et à côté, il n'y a pas de terrain. On ne joue pas au football à Diourbel. La Sonacos va jouer à Kaolack. Comparaison n'a pas raison. Vous savez, le montant qu'on investit dans la construction d'un siège est sans commune mesure avec le coût de l'installation d'un terrain synthétique. Là, on parle de plus de 100 millions, des fois même de 200 millions pour poser un synthétique. Mais un siège correct, fonctionnel, on a besoin de peut-être maximum 40 millions pour le construire. Donc, et les deux peuvent aller aussi de pair. Aujourd'hui, le vrai retard que nous vivons, c'est des retards en infrastructure. Et les infrastructures, c'est les aires de jeu, mais c'est aussi les locaux, les bureaux. Même aujourd'hui, vu le niveau que le football sénégalais a atteint, je trouve que nous n'avons plus, nous, fédération, un siège à la dimension du rayonnement de notre football. Justement. Et nous devons nous investir, mais nous devons aussi capaciter nos ligues pour qu'elles puissent jouer pleinement le rôle de relais. Parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de gros monstre avec une grosse tête qui se trouve être la fédération. Et derrière, tous les démembrements vivent en dessous de la fédération, ne sont pas fonctionnels, et n'apportent pas le rendement attendu. Donc, finalement, c'est une sorte de phénomène d'inversion de la relation. C'est-à-dire aujourd'hui, on a instauré, que ce soit la ligue professionnelle, soit la ligue régionale, des relais pour pouvoir atteindre la base, mais ils ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les conditions matérielles de travail. Et donc le siège en fait partie. Très bien, mais au-delà du siège, la formation des cadres, par exemple, aujourd'hui, on sait que tous les sports du Sénégal souffrent de ce manque de formation d'un certain niveau. Ceux qui encadrent ne sont pas forcément bien formés. C'est vrai qu'il y a aussi le siège de la Fédé qui pose problème. Aujourd'hui, on considère que c'est un siège qui n'est pas à l'image de notre football sénégalais. Là, une nécessité, mais pour les ligues régionales, est-ce que ce n'est pas investir au quotidien auprès des cadres du football local, les problèmes de matériel didactique qui est une priorité? Mais je suis désolé, Manfatou, mais avec le programme FOD, depuis des années, depuis 3 ou 4 ans, allez à Toubab Dialaw, allez à Guéréo, vous verrez que... Toubab Dialaw et Guéréo ne sont pas les seuls endroits où on joue le foot au Sénégal. Non, je ne parle pas. Vous parlez de formation de cadres. Oui. Ce n'est pas sur les terrains de football qu'on forme les cadres, c'est dans des espaces dédiés. Et les centres, vous allez là-bas, il y a des espaces qui sont dédiés avec des salles de réunion, des salles de séminaire. Et que ce soit les arbitres, que ce soit les entraîneurs. Vous avez vu que récemment, le ministre a eu à remettre à une centaine de personnes des diplômes qui ont été formés par des diplômes d'entraîneurs, qui ont été formés dans le cadre de la politique de la DTN en relation avec le ministère. Donc, parce que maintenant, il y a une sorte de jonction entre les formations de l'État et celles de la Fédération de football. Et on a formé un très grand nombre d'entraîneurs. On a aussi formé les arbitres. Ce n'est pas pour rien que nos arbitres sont les meilleurs. Avant d'ailleurs, c'était soit la FIFA, soit l'association des arbitres par eux-mêmes qui formaient les arbitres. Aujourd'hui, même l'arbitrage est pris en charge totalement par la fédération. Au niveau des formations, au niveau des prises en charge à tous les niveaux, vous pouvez vous renseigner. On est en train de faire des avancées notables dans la formation des cadres. Même au niveau médical, nous sommes en train de travailler avec le docteur Ngom pour créer des unités au niveau de ces centres. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où on a l'espace pour construire, avoir des équipements nécessaires pour former. On va aller vers l'équipement de ces centres-là avec des centres médicaux où on va former aussi des médecins de sport parce qu'on n'en a pas assez, ceux qui sont spécialisés en sport. Donc tous ces corps de métier, je suis d'accord avec vous qu'il faut multiplier la formation. Et nous, on insiste sur ce volet-là. Et les fonds FIFA nous permettent de faire... On a un programme qui est en cours pour le 2.0, FIFA Food, qui va nous permettre de former autant de cadres que nous voulons. Donc ça c'est clair. Mais j'insiste encore, cela n'exclut pas la possibilité de doter toutes nos ligues de sièges fonctionnels. Et quand nous aurons fini, si nous pouvons le faire même pour la ligue professionnelle, nous le ferons, le construire en espace, ou bien arriver à réinvestir au niveau de la fédération pour construire
un siège plus adéquat et y accueillir à l'intérieur la Ligue professionnelle. Très bien. Mais l'urgence du siège pour la Fédé, vous donnez un délai? Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle de ce siège de la Fédé qui ne répond pas forcément aux normes. Mais bon, on y travaille. Ça fait un moment. On y travaille. Donc, il y a plusieurs possibilités. L'extension du bâtiment existant ou l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour construire un siège. On est en train d'y travailler parce que c'est devenu aussi une de nos priorités. Okay. En parlant de construction, vous venez de signer un protocole d'accord avec le ministère pour la reconstruction du stade Demba Diop, vraiment un projet vraiment ambitieux. Alors, dites-nous les tenants et les aboutissants vraiment de ce projet. Qu'est-ce que la fédération prévoit de faire exactement et les fonds vont-ils venir exclusivement de la FIFA? Sur ce dossier-là, je pense que tout est parti il y a plus d'1 an de la rencontre que nous avons eue avec le président Macky Sall, en présence du président Infantino et du président Hamad. Et il a été question justement des problèmes d'infrastructure et l'idée a germé, en tout cas c'était notre souhait nous, qu'on puisse remettre au football l'infrastructure que constituait Demba Diop pour qu'on puisse la réhabiliter, mais aussi la rendre fonctionnelle le plus vite possible parce qu'on le sait, depuis la fermeture de ce stade en 2017, Dakar est orpheline de son infrastructure fétiche et ça pose des problèmes d'organisation, ça pose des problèmes, les gens n'en parlent pas et j'aimerais bien que des fois vous nous aidiez à ça, je vois que les gens en parlent. Comment voulez-vous qu'on crée du spectacle si on va jouer on est confiné dans des stades génériens contre la banlieue où les gens n'ont pas accès? Parce que le supporter du Jaraaf... Oui, voilà, non, je vous ai suivi. Mais le stade Léopold Sédar Senghor auquel on a accès n'est jamais rempli aussi. Ne présente pas les commodités. Voilà, non, mais c'est pas... où on regarde les conditions dans lesquelles on regarde les matchs au stade Léopold Senghor, sa dimension n'est pas pour organiser des matchs de championnat. Je suis désolé, on ne peut pas organiser des matchs de championnat. Même en Europe, demander à Brest d'aller organiser au Stade de France, ils ne le feront pas. Il faut qu'on soit à ce niveau-là, assez cohérent. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas Léopold Senghor. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de Léopold Senghor. C'est un stade qui a eu son temps. Il est là depuis, je pense, 1985, qui doit être restructuré. Il faut qu'on le mette de côté en attendant que l'État fasse ce qu'il a décidé de faire, c'est-à-dire réinvestir pour en faire un stade moderne. On ne peut plus le compter, moi, à mon avis, sur les stades qu'on peut utiliser. Si c'est le seul outil disponible pour le moment, puisqu'on y organise encore des matchs, je veux dire, c'est difficile de ne pas en parler. On n'organise plus des matchs. Je pense qu'il y a eu une exception. C'était le match Jaraaf-Pékin. Et donc, depuis lors, c'est fermé. Et je pense que le ministère a décidé de le fermer pour de bon. Et je pense qu'aujourd'hui, les stades qui sont disponibles, on les connaît. Si on arrive à reprendre Demba Diop dans des délais raisonnables, effectivement, en attendant, parce que construire un stade, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La construction, les travaux, ça démarre quand et le financement? Le schéma qui a été arrêté, c'est que le stade est mis à disposition de la fédération. La fédération va apporter sa contribution sur aussi les recettes que nous avons pu engranger, que nous avons pu sécuriser. On avait prévu qu'il fallait qu'on puisse investir dans ce genre d'infrastructure-là. La FIFA, à travers le Fonds FOD, nous avons des disponibilités là-bas. Ils sont d'accord pour nous accompagner, mais on ne s'arrêtera pas à cela. Nous pensons que l'État aussi aura sa part à jouer, à apporter, mais nous allons aussi, pourquoi pas, voir avec des partenaires, bailleurs. Et notre idée, en tout cas, on espère que ça va marcher, de trouver un partenaire référence qui va être, dans le cadre d'un naming, le partenaire qui va nous accompagner. Si on le trouve, tant mieux, mais si on ne le trouve pas, la fédération sera capable, je pense, de réaliser ce stade, d'en faire un bijou d'une capacité raisonnable entre 15 000 et 20 000 places, avec des sièges assis partout et une meilleure fonctionnalité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un stade qui a été construit dans les années 60. Il faut qu'on... Vous n'allez pas toucher Marius Ndiaye?
Non, Marius Ndiaye n'est pas concerné. Donc, moi, je pense que notre vœu, c'est d'ici un an délai. de l'ouvrir, d'en faire un stade donc moderne. Pourquoi pas à l'anglaise, parce qu'il n'y aura pas de piste d'athlétisme et le public sera plus proche des joueurs. Et je pense qu'en ce moment-là, même l'équipe nationale A pourra rejouer là-bas. C'est mon avis, parce qu'aujourd'hui à Thiès, on joue dans un stade d'environ 10 000 places. On peut jouer donc dans un stade de 20 000 places. Oui, je crois que c'est impératif. C'est-à-dire, par rapport à l'objectif de qualification à la Coupe du Monde, moi je pense qu'il nous faut un stade autre que le stade de Thiès, qui est, à mon avis, trop petit pour recevoir de grandes équipes. On va en rencontrer certainement. Pour le moment, peut-être qu'on aura des adversaires qui de moindre envergure, mais quand il s'agira des barrages, c'est le Cameroun qui viendra, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Pour les barrages, ce sera au stade olympique de Diamniadio, c'est sûr. Non, mais c'est en 2021, c'est l'année prochaine. Les barrages, l'année prochaine, on devra connaître tous les qualifiés. Du coup, Président, donc c'est sur un an. Le projet, d'ici un an, ça devrait boucler. Un an et demi, hein, donc je veux pas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on est en train de discuter, mais le préalable aussi, c'est qu'il faudrait que l'instance exécutive se prononce sur toutes ces questions, c'est-à-dire le comité exécutif. Moi, je suis président. On vient de signer un acte. Je dois en rendre compte à mon comité exécutif. On va échanger pour décider sur les études d'abord, parce qu'un stade se fait sur la base. Avec des experts. Et surtout, un état des lieux à faire. Parce que je pense que si on veut rester dans des bons... Ah oui. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Non, mais ça fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas irréalisables. Aujourd'hui, ce stade a été fermé, non pas parce qu'il était vétus, mais parce qu'il y avait des incidents. On ne peut pas l'ouvrir comme ça du jour au lendemain. Et l'état des lieux nous permettra de savoir si... en attendant de faire les études, on peut même continuer à utiliser pour le championnat, ne serait-ce qu'à moitié. Si par exemple la tribune découverte n'est pas fonctionnelle et que le reste du stade est fonctionnel, pourquoi ne pas isoler, faire les travaux de la tribune découverte et organiser des compétitions pour les clubs de Dakar qui peuvent recevoir ici. Donc tout ça, c'est à étudier. Je donne juste des idées, mais en dernier ressort, c'est mon comité exécutif qui va en décider en relation aussi avec la tutelle. La tutelle nous a mis à disposition, mais elle aura son mot à dire, on échangera avec eux. Et pourquoi pas, certainement, on débouchera sur un comité qui va travailler sur ça. On va solliciter des experts, voir les conditions de sécurité, la solidité du bâtiment. Et la gestion aussi, après la construction du stade. C'est un stade fédéral. Voilà, c'est un stade fédéral. Donc c'est la fédération qui va gérer. Hubert, je posais la question, est-ce que ce n'est pas inédit dans le monde, ce genre de protocole? Vous en avez déjà vu? Je pense que dans beaucoup de pays, ça se fait. Hein, donc, mais ce n'est pas à l'échelle de l'État central. Généralement, des communes ont donné en gestion leur stade à leur club fétiche de ville, à Marseille et dans d'autres endroits. C'est la ville qui était propriétaire. Bon, mais après, ça dépend des accords. Les modalités, ça peut être une mise à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit. Ça dépend de la situation. Ou bien la ville elle-même, généralement, est actionnaire dans le club et donne le stade en apport en nature. Donc il y a beaucoup de formats comme ça, mais c'est vrai que c'est assez inédit en Afrique de voir un État dire je confie à la fédération. Et je pense qu'aussi c'est une bonne expérience et un bon challenge pour nous, acteurs du sport. On a toujours revendiqué le fait qu'on doit nous responsabiliser pour qu'on puisse gérer en disant qu'on gérerait mieux que les autorités. L'occasion nous est donnée de le prouver. Oui. C'est un précédent intéressant parce qu'on se projette encore, on parlait de l'état des pelouses de nos stades. C'est aussi un point sur lequel vous pouvez vous engager, réfectionner des stades, poser des pelouses. On parle aujourd'hui de Demba Diop, mais le projet qui est le plus proche de démarrer, c'est le stade Maniang Soumaré. C'est la fédération avec les fonds FIFA pour pouvoir faire souffler justement le stade Lat Dior. On s'est engagé et je voudrais remercier le conseil municipal et les autorités de la ville de Thiès parce qu'ils ont vite compris que c'est dans l'intérêt de Thiès et du football sénégalais qu'on protège Lat Dior. Et le processus d'attribution du marché est à son terme. Et ce chantier-là, à mon avis, d'ici 2 mois, il va démarrer. On aura un temps à peu près de 2 à 3 mois d'installation de la pelouse. Et en tout cas, notre vœu, c'est que d'ici avril-mai, que les équipes thiessoises puissent recevoir dans un terrain synthétique à Maniang Soumaré. Ça nous permettra aussi de mieux nous occuper
de l'Adjor, le préserver pour l'équipe nationale. Donc vraiment, on est en plein maintenant, la fédération est en plein maintenant dans cette politique d'accompagner l'État dans la réalisation des infrastructures. Parce que aussi on est dans des pays où on demande toujours à l'État de faire, mais on devrait essayer de voir au moment où notre santé financière s'est améliorée et que aussi le contexte international avec la FIFA qui apporte de l'argent, et c'est des fonds revolving. Ce que je veux dire, c'est que plus tu consommes, si tu arrives à absorber ces fonds, plus on te donne. Donc c'est à nous de faire preuve d'ingéniosité. Et il y a beaucoup de projets, je peux même en parler ici. On a aussi un projet à Dakar de voir avec les lycées. Ça, c'est pour le football jeune. La DTN va en parler à un moment donné, ainsi que la fédération. Avec les lycées qui sont disponibles, parce qu'aujourd'hui, les seules réserves, pour ce qui connaît bien les lycées de Dakar, de stades qui existent, ce ne sont plus maintenant dans les quartiers. Je suis désolé, vous allez à Vanvo, vous allez à Kennedy, vous allez à Blaise Diagne, vous avez des terrains aux normes, mais où on pourrait mettre un tapis de gazon synthétique. Ça profiterait aux élèves, mais surtout ça permettrait à notre ligue régionale à Dakar de pouvoir jouer du samedi matin, parce que c'est des partenariats qu'on vous donne, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, des championnats de jeunes sur des terrains avec des bonnes infrastructures. De la même manière, des terrains de quartier à Dakar, on en a à Castor ou dans la Médina ou ailleurs, des terrains qu'on peut améliorer. J'ai vu à Padoua, ils ont un beau stade. Si on pouvait faire un partenariat où la fédération apporterait le gazon synthétique, la ça nous fédération permettrait. est riche, président. Non, même pas. Non, mais on a des possibilités avec les fonds forts, il ne faut pas s'en priver. Ouais, c'est vrai, Il faut s'en priver. Et puis, moi, je pense que ça va changer complètement les données du problème du football de base ici. Plus on aura de plateaux pour que nos jeunes, nos enfants puissent évoluer, se préparer, plus on se rendra compte que ce qu'on est en train de voir avec les résultats de nos jeunes va s'amplifier et ce ne sera que bénéfique pour l'avenir. On ne mettra plus tout le bénéfice sur les centres de formation. Bon, ça c'est vous. Hein, vous savez, à chaque même quand je ne suis pas souvent sur votre plateau, je vous suis, je sais que vous aimez bien dire non, les résultats, c'est les centres de formation. Très bien. Alors, il y a Toubab Diallo. Oui, les fiertés, justement, les centres de Guérao et de Toubab Diallo, je crois qu'aussi, on l'a assez dit. Non, mais c'est une dynamique collective. Voilà, par rapport et c'est le football sénégalais qui a créé ces centres-là. Ils ne sont pas nés ex nihilo. Qui viennent des écoles de formation, je ne sais pas, d'avoir un temps meilleur, plus long de regroupement. Voilà. Et ça nous permet de gagner, franchement. Voilà, très rapidement, Président, sur la prise en charge aussi de certaines dépenses concernant les équipes nationales, petites catégories, la charge de certains salaires, parce que bon, on sait que là aussi, vous avez plus de marge de manœuvre. Vous avez évoqué Guérao et Toubab Diallo, qui sont des fiertés qui vous permettent aussi de travailler plus dans le temps. Donc, est-ce que rapidement, vous pouvez revenir sur ces points-là? Oui, bon, je pense que le point nodal des avancées qui ont été constatées dernièrement, ces dernières 5 ou 6 dernières années, sont liées au fait que nous avons changé de démarche en nous disant qu'il fallait investir beaucoup plus sur nos catégories jeunes, sur les infrastructures. Et aujourd'hui, aussi sécuriser même justement nos entraîneurs. Parce qu'à un moment donné, au tout début de notre premier mandat, c'est l'État qui prenait en charge. Ils l'ont fait pendant une année ou deux. Après, l'État a arrêté. Et depuis lors, c'est la fédération qui prend en charge ces entraîneurs. On les met dans des conditions de travail. Là où, pour aller en Afrique, en compétition en Afrique, un entraîneur bénéficiait uniquement de 15 jours de préparation et allait logiquement se faire éliminer au premier tour. Aujourd'hui, nos jeunes, ils peuvent se préparer pendant 6 mois, quelles que soient les catégories et quel que soit le genre. Parce que je sais que vous m'interrogez pour le football féminin. Aujourd'hui, on a une équipe U20, on a une équipe senior qui sont en début de cycle, mais qui sont en regroupement depuis 2 mois, 3 mois. Et il y a quelques années, même de notre temps, les entraîneurs, au sortir des campagnes où ils étaient éliminés, ils parlaient des conditions de préparation. Mais aujourd'hui, vous ne verrez jamais un entraîneur dire non, les conditions n'ont pas été bonnes. Mais Président, c'est ce qui conforte ceux qui disent que quand même les centres de formation font un très bon boulot parce qu'ils font le travail et arriver à Guérao, à Toubab Diallo, quand même, c'est une continuité, ce qui n'est pas le cas du football féminin. J'anticipe pas dans le débat parce qu'eux aussi, ils bénéficient de ces conditions, mais on ne voit pas les résultats. Ah non, bon, écoutez, je pense qu'il faut considérer que le football féminin n'est pas au même niveau de développement que le football masculin. Ça, c'est la première chose. Moi, loin de moi l'idée
fait l'apport des centres de formation. Mais c'est assez réducteur de vouloir uniquement, exclusivement dire que les résultats de l'équipe nationale, si vous le pensez comme ça, je pense que c'est une mauvaise interprétation des réalités. D'abord, et je vous ai suivi ici, quand le coach des U20 était là, il vous l'a dit, regardez la configuration de ces équipes nationales, ce n'est pas toujours des centres de formation, hein, je suis désolé. Donc c'est des équipes qui sont composites, c'est-à-dire ils nous viennent d'un peu partout, et même de niveau inégal, c'est-à-dire on a des joueurs qui viennent de clubs amateurs de 4e division, je donne l'exemple aujourd'hui du jeune qui a été recruté par Djambar, Libas Gueye, personne ne le connaissait. Mais ces clubs de 4e division, donc il n'est pas sorti d'un centre. Et aujourd'hui c'est un centre, il est venu de Demba Diop, personne ne le connaissait. L'équipe nationale lui a permis d'être en exposition et qui le recrute. C'est Djamba. Donc, vous voyez, donc, moi je pense qu'il faut plus insister sur les vertus d'interconnexion des actions des différents acteurs. C'est ce qui importe. Aujourd'hui, les clubs, les centres, ce que vous appelez les centres, qui sont que des clubs, en réalité, ce n'est pas des académies, c'est des clubs qui sont affiliés au Sénégal. Quand vous allez à la fédération, vous dites, je demande une académie, on vous dit qu'il n'y a pas d'académie. Ce qu'il y a ici, c'est des clubs. Génération Foot est un club. Djambar est un club affilié à la Fédération sénégalaise de football. Aspire n'est pas compris dans le schéma du football sénégalais. Mais quand même, il participe. Il y a Moussa Ndiaye qui est aujourd'hui international. Et qui non, il appartient à un club qui s'appelle Challenge Foot Club. Donc ça, il faut que vous le sachiez. On ne le recrute pas au nom d'Aspire. Il est passé ce temps-là, il fut un temps, effectivement, et c'est moi qui avais décidé que tout joueur sénégalais qui joue sur le territoire sénégalais, peu importe qu'il soit licencié ou non, on va le prendre en sélection parce que si on ne les prend pas, on peut nous les amener au Qatar ou dans un autre pays, ils prendront la nationalité de ce pays. Pourquoi on va s'en priver? Mais pourquoi Aspire n'est pas affilié à la fédération? C'est un vœu de leur part et pourquoi on les laisse faire? Non, en fait, Aspire n'est pas affilié à la fédération, n'est pas affilié à la FIFA, n'est pas affilié à la CAF. Donc ça dépasse, c'est un autre niveau, hein, donc c'est ça. C'est pas, en fait, c'est pas une structure club telle qu'on le conçoit. C'est une structure gouvernementale du Qatar, donc qui fonctionne comme ça. Dans tous les pays où ils sont pas affiliés à la fédération. Et je pense que le Sénégal en tire profit de façon avec les joueurs qu'il forme. Le fait d'accueillir ce centre-là ici sur notre pays nous a permis quand même d'avoir beaucoup de joueurs qui sont issus de ce centre-là et qui nous ont beaucoup apporté et qui après d'ailleurs sont sortis d'Aspire pour aller vers d'autres cieux et nous reviennent en équipe nationale. Moussa Ndiaye, alors, très bien. Les réalisations. Gawandou aussi, qui est même allé jusqu'en équipe comme... C'est vrai. Alors, on va parler de l'actualité aussi brûlante des sélections nationales, en dehors des réalisations, des acquis et autres. C'est bien sûr le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal dans la poule H avec le Congo, le Togo, la Namibie. Rappel de la composition des poules, les 10 poules avec Cheikh Sadibou Diarra. Pour la phase de groupe des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal n'avance pas vers l'inconnu. Il a eu à rencontrer à maintes reprises ses adversaires par le passé. Avec la Namibie, il y a 5 confrontations qui sont toutes soldées par des victoires pour les Lions. C'est beaucoup plus dur contre le Togo. En 21 matchs, le Sénégal a enregistré 7 victoires, 5 nuls et concédé 8 défaites. Aux éliminatoires du Mondial de 2006, les éperviers du Togo conduits par Emmanuel Adebayor avaient barré la route aux Lions avec un succès 3-1 à domicile et un nul de but partout à Dakar. Les dernières confrontations entre les deux sélections qui donnent un air de revanche pour les prochaines du côté d'Aliou Cissé et ses protégés. Le Congo et le Sénégal, eux, ne se quittent plus. Les deux nations partagent également la même poule aux qualifications de la CAN 2021 avec un succès des Lions en novembre dernier. Les Sénégalais sont d'ailleurs le plus souvent victorieux en match officiel face aux Congolais. 4 victoires, 2 nuls. Des résultats qui prêtent à l'optimisme aux éliminatoires du Mondial 2021 qui débutent en octobre prochain. Alors
autant pour moi, il ne s'agit pas bien sûr de la composition des poules, mais des adversaires du Sénégal, le Togo, le Congo-Brazza, avec qui on partage la même poule donc pour la CAN 2021, et la Namibie. Alors, Président, je pense que vous avez déjà réagi par rapport à la composition de cette poule, avec pour vous l'impératif pour le Sénégal de sortir pour le 3e et dernier tour. Oui, bon, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes attendus pour nous qualifier parce qu'aujourd'hui, notre place, notre ranking au niveau africain nous l'exige et nos ambitions aussi nous l'exigent. Il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Mais ce ne sera pas donné par rapport à d'autres équipes du haut de tableau. Du premier chapeau, on peut considérer que peut-être notre tirage est plus clément. Mais on sait aussi qu'en Afrique, cet aspect-là n'est que très relatif. Il faudra qu'on prépare très sérieusement donc, ces éliminatoires, puisque notre volonté n'est rien d'autre que de retourner en Coupe du Monde à la suite. Ça doit être une priorité, maintenant, cette qualification en Coupe du Monde pour le Sénégal, vu ce que cela rapporte économiquement et vos ambitions, comme vous l'avez souligné. Même si les Coupes du Monde, les CAN rapportent beaucoup, l'aspect financier ne viendra jamais avant l'aspect sportif. Moi, aujourd'hui, en tant que président de la fédération, j'ai envie d'aller en Coupe du Monde parce que c'est là-bas que cela se passe, c'est là-bas que c'est important, c'est là-bas que je peux assurer un développement plus durable de mon football. Après, les bénéfices qui vont venir, bien sûr, c'est important. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise, mais je suis d'avis que ce qui est le plus important, c'est de retourner en Coupe du Monde, y être régulier, c'est d'arriver aussi, autant que faire se peut, pour chaque Coupe d'Afrique, à aller au moins en finale pour essayer de gagner ce trophée. Et si on y arrive, je pense qu'on pourra dire que le football sénégalais a vraiment atteint le niveau auquel les gens s'attendaient. C'est tout. Voilà. C'est tout. Alors, Président, on va parler donc du coup du changement de calendrier. C'est important aussi parce que là, au mois de mars, on devait démarrer les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il y a eu un changement par rapport au calendrier de la CAN qui revient à sa période initiale, janvier-février. Alors, ce yo-yo de la CAF, ça commence à être difficile, hein, même pour les acteurs du football africain, de défendre ce football africain. Bon, j'imagine que vous, je ne sais pas, vous n'étiez pas quand même au Cameroun. Oui, je sais, il en fait partie, mais avec les autorités camerounaises, oui, pour le changement et autres, bon. En tant que vice-président du comité d'organisation de la CAN, ça vous met pas mal à l'aise, tous ces changements? Pas plus que ça. Difficile de défendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à la CAF? De faire trop de changements. De faire trop de changements. Oui. Non, mais ces changements sont intervenus comment? Voilà un pays qui s'appelle le Cameroun, à qui on a attribué l'organisation d'une CAN dans un contexte particulier. Et on décide aussi de jouer ces CAN-là en été, c'est-à-dire au mois de juin. Les conditions météorologiques ne leur permettent pas d'assurer une bonne organisation de ce et qui demandent à changer. Mais sinon, ça, on le savait, il y a 2-3 ans, ce n'est pas une information tombée du ciel. On a décidé de changer pour revenir en été, après à peine un an après, non, même juin, juillet. Là, on décide de revenir à une période initiale, ça pose problème par rapport aux joueurs professionnels. Il y a forcément des conséquences à tous les niveaux. La substance de la décision de la CAF, c'est qu'elle maintient, à ma connaissance, hein, c'est qu'elle maintient l'organisation des CAN en juin. Je répète qu'il n'y a pas de changement à ce niveau. Dans les statuts et sur ce qui est ressorti de nos réunions là-bas, la CAN est maintenue en juin-juillet. Exceptionnellement, pour l'édition du Cameroun, vous savez, le Cameroun, ils ont eu déjà assez de déboires, on leur a retiré une organisation. Ils sont très avancés au niveau de la préparation de la construction aujourd'hui. Qu'ils puissent demander qu'on leur avance cette organisation à cette période, parce que c'est une période où il ne pleut pas et que les conditions de compétition seront plus garanties et que la CAF les suive là-bas, je ne vois pas où est le problème. Oui, le problème, très bien. Par hasard, à la même date, il y a la FIFA qui organise une nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, pratiquement à la même date.
Là, quand même, on est tenté de dire que vous avez subi, vous de la CAF, le Pas à la dictat même de la date, FIFA, pas à la mais à même la date. même période. C'est-à-dire ça se terminera une semaine avant. Ouais. Et- Mais c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes joueurs. Oui, mais vous savez, l'année dernière, en 2019, dans la même période, on a joué une Coupe du Monde féminine par la FIFA, on a joué la CAN, on a joué la Copa América. Mais vous imaginez donc, ça, vous imaginez ça, donc vous voyez que cet argument-là n'est pas si opérant que ça. Attendez, Président, vous imaginez ça, La de CAN manière s'est jouer organisée. la CAN avec le Sénégal, en l'espace de quelques jours, aller jouer la Coupe du Monde des clubs avec Liverpool, mais quand même, c'est pratiquement impossible. Il fera un choix. C'est ça, Mais il qui sera vous obligé dit, de faire c'est-à-dire, pour moi, on est en train de supputer sur des cas de figure qui peuvent même ne pas se poser. Qui vous dit qu'à ce moment-là, c'est Liverpool qui sera là-bas? Mais si ce n'est pas Liverpool, aussi un autre joueur africain peut être concerné. Aujourd'hui, cher Tidiane, moi, à mon avis, il faut que nous assumions en tant que confédération. C'est la première chose. Et que nous programmions nos activités de manière autonome. Mais c'est ce qu'on vous reproche, Non, Président, justement, non. Vous êtes en train la FIFA, de me changez parler tout de le temps. compétition européenne, vous êtes en train de me parler de compétition de FIFA, et vous me parlez d'un ou deux joueurs. Très bien. Vous vous souciez du cas de non, ce non, joueur-là. non, Sadio Alors que Mané, c'est un exemple parmi tant d'autres. d'ici là, Sadio peut quitter son club Liverpool pour aller à Getafe. Mais je ne parle pas Getafe de n'ira Sadio pas. uniquement. Non, mais c'est vous qui avez donné Non, l'exemple. je dis Sadio. Donc, je vous dis Sadio simplement. c'est juste un exemple, parce que Sadio ça peut être Salah, ça peut être un Malien, ça peut être... Je pense qu'il faut qu'on voit les choses de manière beaucoup il y plus a surtout large. ce que Mme Fatou disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de changements en 2 ans. Très bien. Surtout, dont le Cameroun a surtout pâti. Et On lui au-delà de donne... ça, Hubert, il faut aussi mettre à l'aise les joueurs. Aujourd'hui, on parle de Sadio ou de Salah, ce sont des superstars, mais il faut aussi reconnaître que pour la CAN, la plupart des effectifs sont composés de professionnels qui vont quitter leur club au mois de janvier pendant 3 semaines, parce que la compétition est passée de 16 équipes à 24. Aujourd'hui aussi, est-ce que la Confédération africaine de football ne doit pas protéger ses joueurs? Mais c'est pour ça qu'elle a... Et le niveau du football africain. Vous savez, je vais convoquer les paroles de grands chanteurs. Hein. Quand ils ont changé en juin, on a dit qu'il ne fallait pas changer. Maintenant qu'ils reviennent alors qu'on a organisé en janvier pendant des décennies, maintenant qu'ils reviennent en janvier pour une édition, on est en train de le vouer aux gémonies. C'est pour ça que je dis que des fois aussi, nous, Africains, on se laisse influencer par les autres. Ce ne sera pas sur les éditions. Parce qu'en Afrique, c'est-à-dire que si le Cameroun ne peut pas organiser en juin, ça veut dire que d'autres pays comme le Gabon, comme je ne sais pas, la Centrafrique, le Congo, etc., n'organiseront jamais en juin. Donc peut-être que là... Mais dans ces cas-là, ils en exprimeront la demande au moment, parce que là, on est dans un cas de figure nouveau. Mais dorénavant, on aura eu l'expérience du Cameroun. Un pays qui va venir postuler et qui sait qu'il est dans une zone où il pleut beaucoup, par exemple en juin, au moment de postuler, pourra demander, ce sera 6 ans avant la compétition, pourra demander à jouer en juin. Et ça permettra aux autres confédérations, aux autres clubs européens de s'adapter. Ils ont 5 ans. Ils ne savent même pas quel joueur sera dans leur portefeuille de joueurs à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'en reviens à une sorte de patriotisme africain. Non, c'est important. Mamfatou, et vous êtes interpellés, vous les journalistes. On est en train de nous balloter à gauche, à droite, parce que les gens, ils gèrent que leurs intérêts. Vous savez aujourd'hui, même le fait qu'on joue en juillet, quand les joueurs vont venir en janvier, en août, septembre, et qu'ils se blessent, ils vont dire c'est parce qu'ils sont venus en Afrique. Mais c'est quoi? L'Afrique n'a pas le droit de jouer au football? Bien sûr. Autant l'UEFA a le droit de fixer sa compétition à la date qu'elle veut, autant la CAF en a le droit. Maintenant, il y a des règles. Aujourd'hui, il y a des règles qui sont là pour, je pense, réguler tout ça. C'est des dates FIFA. Il y a encore une année pour que les gens sachent à quoi s'en tenir. Planifier pour que les joueurs puissent quand même être libérés pour ces périodes-là et venir jouer. La preuve, aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, nous, Sénégal, pour protéger nos joueurs, on a dû... Et quand on l'a fait, on s'est fait tirer dessus ici au Sénégal même.
Quand on a dit, nos joueurs ont joué toute la saison, Sadio Mané, il a joué la finale de la Coupe de l'Inde, Ghana a joué, etc. On a dit, bon, on sort d'une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, où on a joué toute la saison, toute la compétition pendant 1 mois et demi. On a dit, il n'y a aucune pression, on n'a aucune pression. On laisse les joueurs en octobre dans leur club, ça leur donne le temps de se préparer, de récupérer un peu plus. Mais on nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Nous, on aurait aimé voir nos joueurs, justement, en parlant de patriotisme africain. Président, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre logique, mais encore faudrait-il que la CAF respecte elle-même ses règles. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que ça fait bonne presse, même au niveau des joueurs professionnels, de changer d'une CAN à une autre en évoquant des raisons météorologiques alors qu'on le savait depuis? C'est-à-dire, c'est là où je dis, on tend le bateau pour se faire battre. Je suis là pour qu'on me pose des questions, mais je vais vous poser une question vous. Pourquoi ne l'acceptez-vous pas de la CAF et que vous l'acceptez de la FIFA qui a pris notre Coupe du Monde en juin-juillet pour l'amener en novembre-décembre? Parce qu'il fait très chaud. Parce que ces conditions, c'est pas dit. Il y a eu une valse pendant très longtemps. On avait même dit que c'est maintenu en été, qu'on va climatiser les stades. Et vous ne vous êtes pas offusqués. Parce que c'est nous. Quand je parle de ce patriotisme, c'est ça. Faisons attention. Protégeons notre football et nos footballeurs. Protégeons l'intégrité des compétitions africaines. Je vous jure qu'on est en train, nous tous, de nous faire manipuler. Parce que les enjeux aujourd'hui du football dépassent, c'est des enjeux d'influence politique. Aujourd'hui, tout le monde le sait, économique, etc. Tout le monde sait que l'UEFA est devenu veut devenir une FIFA bis. Ils veulent contrôler tout, ils veulent contrôler les marchés. À l'intérieur de l'UEFA, vous avez des grands clubs qui veulent contrôler le football européen. Et dans tout ça, nos joueurs, nos fédérations, notre confédération, nous sommes ballottés de gauche à droite au gré des communications d'un système qui est là pour cela. Au gré de la FIFA, est-ce que la CAF n'est pas en train de se faire balloter? Est-ce qu'on reproche à l'UEFA? Nous, c'est ce qu'on est en train de subir. La CAF est en train de faire des réglages par rapport à une situation. Ça ressemble à vous savez, moi je n'aime pas, parce que moi je crois au principe de continuité. Mais tout le monde sait que la nouvelle équipe de la CAF, dont je n'étais même pas, moi je suis rentré au comité il y a quelques mois, a trouvé une situation où des cannes ont été attribuées sur presque 6 ans ou plus. Donc, ce n'est pas eux qui ont choisi. Ils sont venus avec leur train de réforme parce qu'ils avaient justement des sollicitations, pour ne pas dire des pressions, qu'on ne peut plus continuer à jouer en janvier. Le président Ayatou a toujours maintenu mordicus qu'on nous jouerait en janvier, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve des pierres. Oui. Les gens ont dit non, 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 maintenant c'est le temps de changer. Ils ont changé. Je pense que personne ne s'est plaint du déroulement de la CAN en Égypte. Mais pourquoi vous changez les règles du jeu en pleine compétition? On a démarré des éliminatoires et puis la date de la compétition change. C'était le cas lorsque la CAN passait de 16 à 24. Mais pourquoi dans un continent aussi vaste que l'Afrique, les réalités de l'Europe, on peut faire le tour de l'Europe en une journée. Mais essayez de faire le tour de l'Afrique en une journée, vous verrez. Je suis désolé, les réalités climatiques, géographiques, de déplacement en Afrique sont différentes. Mais ça, vous le saviez déjà. Mais on le sait, on essaie de trouver la bonne formule. Non, mais Mamfat, ça ne l'est pas du tout. C'est vrai, on est dans une période où les gens ont un peu évolué, mais parce qu'aussi, à un moment donné, quand on est dans une posture de prise de décision, il faut prendre les décisions, même si on est critiqué. On ne peut pas maintenir, parce qu'aujourd'hui, je verrais bien les gens attendre qu'on maintienne cette CAN 2021 en juin-juillet, qu'il pleuve, qu'on soit obligé de renvoyer 2 ou 3 matchs et que ça mette complètement à l'eau le tournoi. Et pourtant, combien on va tirer en Guinée équatoriale, avec des averses. Non, c'est pas acceptable. Moi, j'estime, c'est pas pour me dédouaner quelques années plus tard, que je perds un match parce que justement, il avait plu des cordes. Mes joueurs s'étaient échauffés, on m'a mis dans les vestiaires pendant 3 heures de temps, on a pris des raclettes pour sortir de l'eau. Vous pensez que les Européens vont le faire? Pour sortir de l'eau, on m'a fait jouer sur un patinoire et j'ai perdu face à un adversaire qui, j'estime, si on avait joué dans des conditions normales, le Sénégal l'aurait battu. Mais c'était en Guinée équatoriale. En janvier, février, très bien. Donc, ce janvier-février-là, par exemple, en Guinée équatoriale, ça n'arrangera pas peut-être la Guinée équatoriale. Si on leur demandait, ils préféraient jouer un peu plus tard. Donc il faut une certaine flexibilité. Donc sur chaque édition, on pose un principe. Non. Le principe, c'est juin-juillet. Il y a un principe. Juin-juillet.
Le principe statutaire, c'est dans nos règlements de compétition de la COCAN. Le texte dit clairement que la compétition se tient dans la période du mois de juillet de l'année considérée. En Guinée, en Côte d'Ivoire, qui sont après le Cameroun, c'est la Guinée, la Côte d'Ivoire, ensuite la Guinée. Ouais. Dans tous ces pays-là, cette période-là est très pluvieuse. Et donc, non, mais ça dépend. Guinée, la période la plus haute, c'est plutôt vers août-septembre, où il pleut chaque jour. Aussi, hein. Après, il n'est pas dit, avec les stades modernes que les gens sont en train de construire, certainement. Aujourd'hui, cela, ils ont le temps de se préparer à cela pour avoir des systèmes de drainage adéquats pour que ce ne sont pas des pluies très fortes qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, moi, pour terminer sur ça, il y a 2 mois, quand on est allé en Eswatini, nous, on n'était pas préparés à avoir de la pluie. Mais vous avez vu qu'on a été bloqué pendant une demi-heure. On a même failli reporter le match là parce que tout d'un coup, les buts étaient en train de voler. Et si nous, on n'est pas assez responsables pour prendre en compte tous ces paramètres-là, organiser une compétition, dépenser beaucoup d'argent, amener les annonceurs, et que parce qu'on arrive au Cameroun qui se retrouve sous des pluies diluviennes pendant plusieurs jours, on ne peut pas jouer. Au contraire, en ce moment-là, je pense qu'on nous prendrait haut et court, nous tous, au niveau de la CAF. Oui, mais quand même, ça va faire mal, parce qu'en Afrique, même en Afrique australe, il y aura l'hiver austral au mois de juin, juillet. Ça va être compliqué. Bon, il faudra encore convaincre, Président, il faudra encore nous convaincre sur ce sujet, mais on ne va pas y rester. On va parler un peu de... Oui, parce que, voilà, le débat est vraiment ouvert. L'équipe nationale A, au lendemain de la CAN, il y a eu un rapport, comme vous faites, voilà, pour présenter le bilan. Et dans les recommandations de Aliou Cissé, il était question, Président, de renforcer le staff. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce dossier? En tout cas, quels ont été les jalons posés? Bon, nous gérons les rapports globalement. Après, il peut y avoir des recommandations, des suggestions. Et là-dessus, donc, aucune suite n'a été donnée parce que simplement, même l'entraîneur lui-même n'en a plus reparlé. Donc, et pour renforcer peut-être l'effectif, ça a parlé dans plusieurs sens. C'est pas seulement recruter du monde au sein de l'effectif, au sein du staff. Oui. Donc c'est aussi mieux se préparer, mieux s'organiser. Je sais que l'entraîneur est déjà en train de travailler pour pas seulement la Coupe du Monde, mais toute la campagne 2019-2021. Avec son staff, ils vont se retrouver dans un séminaire pour pouvoir échanger tout cela. Je pense qu'on est à cela, mais dans un court terme, il n'est pas question de recruter au niveau de l'entraîneur adjoint. Qui a émis le souhait vraiment d'étoffer ce staff? Non, on a parlé en fait, je ressortais de rapport d'Aliou Cissé. Je le veux vraiment. Non, il l'a évoqué comme une possibilité. Vous savez, dans les rapports, il y a beaucoup de propositions, de possibilités. Donc, mais ce n'était pas une recommandation forte ou une exigence, c'était juste... On a quand même noté l'arrivée de El Hadj Diouf dans l'environnement de l'équipe. Je sais pas. Comme ambassadeur, c'est ça? El Hadj, il est donc mon conseiller et ambassadeur des équipes nationales en général. Avant l'équipe A, il était avec moi en Tanzanie. Et dans la logique d'essayer de fédérer toutes nos forces, lui et moi avons discuté. Et donc j'ai pu le convaincre de nous rejoindre. Il sera souvent avec nous, sur en tout cas le voyage en Eswatini. Tout le monde a apprécié sa présence, les joueurs, l'encadrement. Il s'est aussi rapproché d'Aliou pour apporter, parce que El Hadj quand même c'est quelqu'un qui a un passé qui parle pour lui, qui a aussi de l'expérience qu'il peut apporter aux joueurs, pas seulement de l'équipe A, mais aussi aux autres. Et il ne va plus tirer sur la fédération. C'est ce que j'allais dire. Écoutez, il ne va plus tirer. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il travaille avec nous. On est dans une relation de collaboration. Ce n'est pas parce qu'il tirait qu'on l'a amené ici. Il aurait pu continuer. Je vous dis que moi, je suis là depuis 2010 et il n'a jamais cessé de tirer. Et on est encore là. Donc, ce n'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, lui-même l'a dit. Et moi, j'ai apprécié cette grandeur-là. Il a dit, écoutez, à un moment donné, il faut qu'on se mette tous ensemble
au chevet de notre équipe, au chevet de notre football pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et il est en train de le faire. Et moi, j'appelle les autres qui peuvent le faire à venir le faire. Ce n'est pas l'équipe nationale d'Aliou Cissé, d'Augustin Senghor, ni de Matar Ba. Ça nous appartient à nous tous. Et d'ailleurs, j'ai apprécié aussi, j'ai vu que Kalilou aussi est venu se rapprocher de Aliou. Et ça, c'est important. Très bien. Alors, dans une question en amenant une autre, c'est vrai qu'on a évoqué la recommandation de Aliou Cissé. Vous dites que voilà, c'était un besoin, mais il n'est pas revenu vers vous. Mais dans le rapport qui vous lie au sélectionneur, est-ce que vous, de temps en temps, vous pouvez l'appeler et lui dire, coach, bon, par rapport au travail dont on a besoin, il faut renforcer tel secteur, ou vous le laissez entièrement libre de ses décisions? Parce que bon, vous êtes quand même l'employeur. On discute tout le temps. C'est-à-dire, il y a l'image que renvoie des fois la personne de l'extérieur, je ne sais pas d'où ça vient, et la réalité. Nous, moi, je pratique Aliou au quotidien. On discute surtout. Avant chaque campagne, on se retrouve en comité restreint. Il nous dit, c'est normal, parce que c'est lui le coach, quelles sont ses préoccupations, quels sont ses besoins. Nous aussi, on lui dit ce que nous pensons et quelle orientation nous devons donner. Des fois, il peut arriver aussi dans un groupe, il y a quelques problèmes. Ensemble, on s'assoit, on discute, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Et c'est plus un échange permanent sur ce qui doit faire avancer la tanière qu'autre chose. Donc je pense que jusqu'à présent, on se rend compte que ça marche, on a moins de problèmes. Mais cette recommandation, vous ne pouvez pas la satisfaire parce que c'est un problème de trésorerie ou bien vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur la nécessité d'étoffer le staff? Non, pas du tout. Je viens de vous dire que le problème ne s'est plus posé. Effectivement, il l'avait évoqué dans son rapport. Quand il l'évoque, quand même, on se dit qu'il sait pourquoi il l'a évoqué. En plus, ça a été une idée véhiculée, beaucoup véhiculée après la Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, vous l'avez vu. Parce qu'une fois une idée est mise aussi, il y a l'aspect du profilage aussi. Est-ce que lui a trouvé le... C'est pas à nous d'aller chercher n'importe qui et venir lui dire on vient renforcer. Donc lui, il a peut-être un profil, un porteur-robot de la compétence qu'il attend à ses côtés. Donc c'est pour ça que je dis que nous, on ne peut pas le faire à sa place. Ouais. Vous attendez un retour de sa part. Alors, Président, il y a aussi le cas du directeur technique national, évidemment, sujet brûlant aussi, dont on a évoqué le départ, parce que souhaité par le ministre des Sports, mais on vous a vu aussi réagir en disant que Mayacine Mar restait avec vous. Parce que souhaité, semble-t-il. Parce qu'au Sénégal, il faut toujours mettre semble-t-il. Non, moi j'ai dit souhaiter. Je ne rajoute pas semble-t-il, mais vous, est-ce que vous en avez discuté avec le ministre? Non, mais je vous pose la question, puisque aussi vous avez eu à réagir. Est-ce que vous avez discuté avec le ministre sur la question? Est-ce qu'il vous en a fait part directement? C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais c'est pour ça que moi, je vous ai répondu par une question en vous disant peut-être que... Est-ce que vous avez la certitude? Laissons quand même le président répondre et après on donnera la formation. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez? Avant de répondre, je voudrais qu'on mette aussi sur les éléments concernant ce que vous faites en fait d'un cas qui n'en est pas un pour moi. Mayacine Mar, le DTN, n'a jamais été un cas. C'est un sujet, c'est pas un cas, c'est un sujet. Puisqu'il y a eu le DTN également de la Fédération sénégalaise de basketball qui a été démis de ses fonctions d'ailleurs et qui a été remplacé tout récemment par Moustapha Gueye. Et les deux cas, entre guillemets, ont été posés. Ce ne sont pas les deux seuls cas. Donc nous, l'information que nous avions à record, c'est que le ministre voudrait, les pouvoirs publics, donc représentés par le ministre des Sports, voudraient que 3 DTN et d'autres directeurs nationaux soient remplacés. Et parmi eux, il y avait Mayacine, il y avait Khalifa Sow de la lutte et Magat Diop du basket. Les deux premiers sont partis. Donc il reste Mayacine, dont Matar Ba souhaiterait le départ. Mais là, on a vu aussitôt, quand l'information a été donnée par record, ça a coïncidé avec une réunion à la fédération. Le président de la fédération lui-même est sorti pour être porte-parole du jour et on avait constaté qu'à ses côtés il y avait Mayacine Mar bien assis et qui était là, qui n'est pas intervenu et c'était une communication aussi. Je suis surprise que le président de la fédération fait de la surprise puisqu'il sait déjà... Mais ce n'était pas nouveau, c'est-à-dire à chacune de nos réunions, à la fin de la réunion, il y a un certain nombre de membres qui restent avec moi pour pouvoir
en fait, rendre compte à la presse des décisions, des délibérations du comité exécutif. Et ce n'était pas en réponse à quoi que ce soit, puisque je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Et je n'ai même pas à interpeller le ministre, parce qu'on a des canaux de communication entre une tutelle et une fédération. Nous sommes délégataires de pouvoir. Si le ministre a un problème à me poser, il n'a pas besoin de passer par recours. Je suis désolé. Il ne va pas passer par recours. Soit il va prendre son téléphone, soit il va envoyer une missive administrative officielle. Et donc c'est pour ça que je dis que le débat, moi je suis désolé. C'est pas parce que bon, je n'ai pas à vous demander de donner votre source, vous ne la donnerez pas. Mais moi je dis que j'ai jamais eu connaissance d'un cas Mayacine Mar au jour d'aujourd'hui. Quand vous en aviez parlé, il était en place. Ça a coïncidé, peut-être que c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse, avec la veille de notre réunion. Et vous voulez que parce que vous en avez parlé, il faut que je le cache et qu'il n'apparaisse pas. Donc, très bien, d'accord. Moi je voudrais bien. Bien. Donc il n'y a pas de cas Mayacine au jour d'aujourd'hui. La direction technique, c'est une fonction. Nous, au niveau de la fédération, et particulièrement président, si vous le remarquez, je prône toujours la stabilité. En 10 ans, nous n'avons connu que 2 directeurs techniques. C'est Amsatou Fall, puis Mayacine. Et Amsatou, je rappelle que c'est lui qui a demandé à partir. Donc je pense qu'on est clair, parce que je crois dans la vertu du travail, dans la stabilité, dans la durée. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les programmes Forward, il y a des aspects de suivi et des aspects de renforcement de la DTN qui demandent une certaine stabilité. On ne va pas changer une tête simplement parce qu'elle est là depuis longtemps ou parce qu'elle gêne certains ou parce que d'autres veulent son poste. Je suis désolé. Très bien, même si ça serait à la demande du ministre des Sports. Je suis sûr, connaissant le ministre et connaissant aussi l'État, le jour où il me le demanderait, il veillerait aussi à me dire pour quelles raisons ils ont décidé de le changer. Et après, moi j'ai un comité exécutif, on se réunirait, on apprécierait. Si en fait, les motivations sont fondées, on verra, mais si ce n'est pas le cas, on dira, nous exprimons le vœu de le garder pour telle raison. Et moi personnellement, et je pense que c'est l'avis aussi du comité exécutif, Mayacine fait son travail correctement. Je ne peux pas dire que tout est parfait, loin de là, parce que nous sommes dans un monde où il faut toujours se remettre en cause, mais sur ce qu'on attend de lui, globalement, il apporte sa contribution. Très bien. On va parler à présent du foot féminin. Le constat est fait, il manque des femmes dans les staffs des équipes nationales féminines. Un constat, mais aussi un cri du cœur fait par l'ancienne capitaine des Lyon, Aïcha Henriette Ndiaye. Cette dernière, d'ailleurs devenue récemment instructrice pour la CAF, propose à la Fédé de donner plus de poids aux femmes pour développer justement ce football féminin au Sénégal. Nous écoutons l'ancienne coach du Casa Sport. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on voit au sein de l'équipe nationale des différentes sélections féminines, de voir des dames comme moi et d'autres qui s'en occupent. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'ils nous donnent notre sens pour persévérer à cette matière-là. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin a tellement évolué. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de niveau. Mais aujourd'hui, tant qu'on est là pour faire des formations et aider ces derniers, et je crois qu'on aura cette capacité de les diriger. Et que ça y est là, ce talent-là, ça y est déjà là. Aujourd'hui, si j'ai des propositions à faire au niveau de la Fédé, c'est juste leur demander d'essayer un peu d'accompagner ces jeunes filles, ces jeunes dames qui ont embrassé ce métier qui est tellement difficile, qui autant ils n'étaient pas autorisés de voir une fille porter des flottants, qui aujourd'hui on l'accepte en tant que telle. Avant il y avait tellement d'autocritique, moi je suis passé par ça, mais avec l'aspect mental, aujourd'hui mon aspect mental qui m'a poussé à être là, je demande à cette fédération aussi d'accompagner d'autres parce qu'il ne faut pas qu'ils passent là où moi je suis passé, sinon ça risque on n'aura pas de leadership aujourd'hui. Essayez aussi d'organiser des stages de football féminin pour les entraîneurs qui encadrent les clubs féminins. Et je crois que le football féminin et le football masculin, c'est vrai qu'on parle du foot, mais il y a un peu de différence. Il faut que aussi les gens ils le chassent. Ça veut dire que quand vous prenez un encadreur de football de base et que vous le confiez à une équipe compétitive, là c'est des problèmes. Il faut qu'on essaie aussi de faire la catégorisation des entraîneurs, pareillement la catégorisation des filles au niveau des clubs. Parce qu'aujourd'hui on a l'équipe nationale U20 et l'équipe nationale A. Ce qui fait qu'on est en train de passer sur cette catégorisation, mais ça demande de l'appui et de l'effort et de suivi.
Voilà, Aïcha Henriette Ndiaye, président, moi j'aime faire l'avocate des femmes pour une fois. Quand on regarde, c'est vrai, les staffs des deux équipes nationales, que ce soit équipe A ou équipe U20, on voit une seule dame, Mbayang Thiam, entraîneur adjoint des U20. Sinon, voilà, du côté de l'équipe nationale féminine A, Mam Moussa Sissé, entraîneur, adjoint Taïrou Fall, Souleymane Diallo pour les U20, entraîneur principal, Momodou Lamine Thiaré, préparateur des gardiennes. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est: n'y a-t-il pas de femmes compétentes pour occuper ces postes-là et donner aussi l'exemple par le genre? Donner l'exemple par le genre, moi je suis partant, mais il y a aussi les réalités du terrain. Et je pense qu'elle-même l'a un peu abordé. Aujourd'hui, le ratio de femmes entraîneurs qui existe sur le marché, sur la place du football féminin est très très réduit. Hein, donc, et on parle quand même d'équipes qui sont très sensibles, qui sont aussi d'une catégorie où on est dans une phase assez sensible. Mam Moussa n'était plus là. Je pense que le DTN est allé le chercher parce qu'il a cette expérience-là de pouvoir reconstruire à la base. Nous avons des équipes nationales A comme U20 qui ont été presque renouvelées à 100%, rajeunies, parce qu'on était aussi en fin de cycle. On a beaucoup besoin d'expérience et malheureusement, cette expérience, on ne la retrouve pas sur place chez les dames qui sont là. Mbayang est arrivée, Aïcha elle-même était entraîneur dans l'équipe U20. Hein. Non, mais même dans l'équipe U20. Okay. Elle y était, sauf erreur de ma part, avec Pape Laye, l'entraîneur de Sirène, jusqu'au dernier changement qui sont intervenus donc, sous proposition de la DTN. Mais c'est clair que la tendance forte rejoint votre préoccupation. Il nous faut inciter beaucoup plus de femmes, les anciennes joueuses, à faire des formations pour pouvoir quand même venir d'abord au niveau des clubs. Parce que je suis désolé aussi, si on veut de la performance, on ne peut pas se dire l'aspect genre va primer surtout, même si on n'a pas la qualification. Donc c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est une préoccupation qu'on va prendre en compte et c'est important qu'elle est exprimée pour pouvoir mettre en place. Et d'ailleurs, c'est en place. Le programme qui a été soumis pour ce début d'année à la FIFA intègre le développement du football féminin et dans son volet formation, c'est la formation des femmes entraîneurs. Mais je dois aussi dire que le staff des équipes féminines, ce n'est pas que les entraîneurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos équipes nationales, les médecins, les kinés, autant que faire se peut, sont des femmes. Donc moi, je vois beaucoup de femmes évoluer justement dans l'environnement, par exemple, des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, Amazon de Grand Yoff, l'équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur est entraînée par une femme. Donc, quelque part aussi, si on veut qu'elles aient de l'expérience, il faut qu'on les tire vers le haut. Au moins les intégrer dans les staffs, en fait, pour qu'elles puissent étudier. L'ancienne gardienne de l'équipe nationale, j'ai vu dernièrement qu'elle a reçu son diplôme, je crois du premier ou du deuxième degré, je crois du premier degré. Donc c'est peut-être... Mais là, elle a touché du doigt quelque chose de très important dans le football féminin. On en parle depuis des années, mais ce n'est toujours pas effectif, c'est la catégorisation. Surtout que maintenant, on a une sélection U20 qui a fait un bon résultat en Sierra Leone, très encourageant. Mais là aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, dernièrement, le DTN et le secrétaire général étaient à Ziguinchor pour signer une convention avec l'IA. Et le but, c'est, parce que nous sommes dans un pays qui est assez compliqué, d'abord, beaucoup de filles ne sont pas enclines à aller faire du sport, mais la majorité s'intéresse à d'autres disciplines que le football. Nous devons inciter les jeunes filles à la pratique. Et c'est pour ça qu'on a signé, parce qu'on veut intégrer les écoles, donc pour pouvoir aller chercher cette base très jeune, en fait une pépinière qu'on prendrait à 12-13 ans, parce que je pense que si on veut des filles performantes dans 5-6 ans, c'est à cet âge qu'on peut les prendre pour pouvoir les utiliser. Parce que moi je pense que c'est là où se situe le problème, essayer de jouer sur les mentalités, de convaincre ces jeunes filles, leur
faire savoir que quand même ce football féminin-là, c'est comme le basketball féminin ou autre chose. Mais non, il y a le Real Madrid qui va mettre en place une équipe professionnelle de football l'année prochaine. Ils ont déjà acheté Tacon, c'est une équipe féminine, et l'année prochaine, cette équipe s'appellera le Real Madrid. Il y a le Barça également, il y a Lyon. Les grandes équipes européennes commencent même à recruter des joueuses étrangères, et je pense que quand même... Mais à la différence du foot féminin, le basket féminin marche dans ce pays, draine avec des icônes. Le football féminin souffre d'un... Comme l'a dit le président, les filles peuvent aller jouer du basket facilement, mais en football, c'est quand même beaucoup quasiment compliqué. des nids. C'est-à-dire qu'il y a l'effet d'entraînement. Vous allez à Grand Yoff, il y a 2 équipes de D1 qui sont très performantes, les Amazones et les Sirènes. Ils remportent, parce que peut-être que l'environnement s'y prête. Bon, les filles voient d'autres filles jouer, etc. En Casamance aussi. Même en Hambourg, en Casamance, il y a certaines zones le lycée à Saint-Louis. Alors, on va aussi écouter sur ce point-là du foot féminin, puisque c'est l'occasion aussi d'en parler. Céline Dirsek, qui lui aussi a proposé, je pense, au président de la Fédération des axes de développement. On va d'abord faire l'état des lieux. Au mois de décembre dernier, l'équipe nationale de football du Sénégal était absente du classement vendredi en raison de son inactivité prolongée, avait indiqué l'instance dirigeante du football mondial. Les Lyonnes, rappelons-le, ont été éliminés de la CAN 2018 par l'Algérie en avril 2018, 2-1, puis 2-0. Et depuis, elles n'ont plus joué de match officiel en mai dernier. Donc les Lions avaient toutefois pris part au tournoi de la zone Ouest B, l'UFOA B en Côte d'Ivoire. Les Lions avaient perdu leurs 3 matchs. Donc Céline Dirsek, comme vous l'avez annoncé dans le plateau, présidente de la commission féminine de ce football féminin au sein de la FSF, évoque l'absence de relève. Elle revient également sur les axes de développement du football féminin. Au niveau de la sélection A, ce qui bloque, c'est qu'on n'a pas eu de relève. Après notre génération, on a eu du mal à vraiment avoir des joueuses. Bon, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un dispositif qui nous permettra de pallier à ça. Déjà, en mettant en place une équipe nationale U20, mais aussi en créant en fait le football féminin au niveau des écoles. Nous allons démarrer cette année avec la région de Ziguinchor et la région de Dakar, où nous avons déjà eu à signer les protocoles au niveau de Ziguinchor pour intégrer le football féminin au niveau des écoles. Je pense que si on commence à jouer dès cet âge-là, on pourra vraiment assurer la relève. Pour mieux développer, en fait, il faut d'abord avoir un championnat régulier, ce qu'on avait du mal à faire. Le championnat ne se terminait jamais, mais depuis 2 ans, on est à notre 3e année, on essaie de mettre en place un championnat stable, ce qu'on a réussi à faire ces 2 premières années, et on veut consolider pour cette année et les années à venir. Je pense que plus les filles jouent, plus elles vont avoir des matchs au niveau des jambes, ce qui leur permettra vraiment d'avoir de la compétition et de pouvoir rivaliser avec les autres pays. Voilà donc les échéances à venir pour les filles, les éliminatoires de la CAN 2020. Premier tour contre le Libéria en aller-retour au mois de février. Et puis samedi prochain, retenez bien la date, il faudra aller soutenir nos Lioncelles qui jouent le match retour du tour préliminaire de la Coupe du Monde Zone Afrique. Ce sera au stade Alassane Djigo à 17 h. Alors pour rappel, les Lioncelles s'étaient déjà imposées à l'aller et à l'extérieur. 1-0. Donc samedi 17 h au stade Alassane Djigo. Je pense que tous les points qu'on a évoqués autour de ce foot féminin ont été bien résumés aussi par Céline Dirsek qui est la présidente de la commission féminine de football au sein de la Fédération sénégalaise de football. Le dernier point qu'on va aborder avec le président avant de le libérer concerne la communication autour même de cette fédération. On considère que la communication est un des talons d'Achille de la Fédération sénégalaise de football. Les journalistes se plaignent et reprochent à cette instance fédérale de ne pas avoir une communication proactive. La FSF doit par ailleurs améliorer sa communication digitale afin de mieux informer les Sénégalais quant à la gestion quotidienne des sélections. Nous écoutons la réaction de quelques-uns de nos confrères. La communication de la Fédération sénégalaise de football, un de ses points faibles. Une communication réactive et non proactive, le reproche est souvent fait à l'instance fédérale. Et pourtant, dans le haut niveau, la maîtrise de la communication autour d'une équipe est devenue essentielle. On reste parfois sur notre faim.
Parce que qui parle de communication parle d'un ensemble et nous, en tant que journalistes dans notre métier, on a besoin de temps en temps d'avoir des informations concernant soit l'équipe nationale de football de ce pays et tout. Ce n'est pas seulement le communiqué qu'on envoie aux rédactions pour annoncer la publication d'une liste de joueurs convoqués ou pour faire des précisions ou démentir une information qui a été publiée dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Certainement, la fédération a communiqué, mais tardivement. Mais elle s'est rendue compte certainement qu'il fallait le faire avant. La communication d'urgence fait même le plus défaut. L'affaire Maïnian en novembre dernier, entre autres, est un exemple patent. Le manque de support et de réactivité sur les réseaux sociaux n'est pas souvent. Ils sont nombreux, les journalistes bien sûr, à déplorer un peu l'absence de communication sur le site de la Fédération sénégalaise de football où l'on se contente de publier des communiqués ou poster des vidéos et des photos en fait. La compréhension que nous on a de la communication, c'est que quand ce site-là il est alimenté et quand la fédération met tout ce qu'elle fait et qui a besoin d'être visible, qui a besoin d'être communiqué. Donc nous, parfois, on n'a même pas besoin d'aller vers eux, on va directement vers le site, on a les informations que nous voulons. Malheureusement, si tout cela n'est pas fait, on est obligé. Le sport, le football comme une denrée de première nécessité, même si ça ne marche pas, moi je me dis qu'il faudrait au moins qu'on ait toutes les informations autour du football, autour de la ligue, autour de la fédération, afin que les Sénégalais puissent être édifiés à tout moment. Je pense que ce serait bien et ça permettrait peut-être d'avancer plus rapidement dans l'administration sportive et surtout du football. À l'ère du digital et des nouveaux médias, la fédération a tout intérêt à accorder une place plus importante à ses aspects communicationnels et marketing, afin d'informer un public très attaché à ses équipes nationales, un public devenu plus digital comme le veut l'ère du temps. Ce point, je pense que c'est un point sur lequel on a souvent débattu d'ailleurs. On continue parce que certainement il y a une des parties qui n'est pas totalement satisfaite. On ne va pas nier qu'il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui par rapport à la fédération, la mise en place d'une chaîne YouTube, la présence sur les réseaux sociaux, mais voilà, il y a encore des points sur lesquels effectivement on reste beaucoup sur notre faim. Et quand on vous entend depuis le début de cette émission, vous dites souvent parfois c'est pas la peine de communiquer. Si, c'est nécessaire aujourd'hui de nos jours de communiquer. Communiquer, oui, c'est nécessaire. Bon, mais j'estime que à un certain niveau, ce n'est pas à nous de communiquer, c'est à vous de communiquer, c'est vous les communicants. Nous, notre travail, c'est de gérer du football à titre principal. Souvent, moi, j'ai l'habitude de le dire, tu le sais, chaque fois qu'on a eu à avoir des... Je dis, le rôle d'une fédération, à titre principal, ce n'est pas de communiquer. Encore qu'il faille faire la différence entre la communication institutionnelle et l'information qu'on doit vous donner. Et à ce niveau-là, je pense que des efforts ont été faits. Nous voyons, moi au début de votre élément, on me dit, bon, vous ne communiquez pas assez. Mais derrière aussi, on n'utilise que le site de la fédération, que vos logos, nos images. Logos, voilà, mais bon, les gens... Et à la fin, on me dit qu'on est à l'ère de la digitalisation. C'est un raccourci qui permet de communiquer plus vite vers les organes de presse que vous êtes. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de s'adapter. On ne dit pas que tout est parfait, mais on fait des efforts. On continue. Je pense que sur tous les aspects, ce qui vraiment... moi, j'ai vu en tout cas des journalistes qui, par le passé, ont été très critiques vis-à-vis de la fédération sur la communication. Mais ce qui montre qu'à chaque fois, nous sommes à l'écoute, c'est que quand on est allé à la Coupe d'Afrique, cette fois-ci, j'ai vu des personnes qui nous ont dit, écoutez, moi, généralement, j'ai vu que vous avez fait des efforts importants. On est conscient qu'il faudra les améliorer. On ne dit pas que tout est parfait, mais il faut qu'on accepte aussi que... Et que aussi, vous aussi, que vous ne demandiez pas trop de football, parce que vous êtes des grands consommateurs de football aussi. Quand je dis vous, c'est la presse sportive en général. Les gens, ils sont avides d'avoir des informations. Et nous aussi, on est obligés, sur certains aspects, tout ne doit pas être porté, je suis désolé de le dire comme ça, sur la place publique. Tout ne doit pas être rapporté sur la place publique, comme vous le dites, mais c'est bon, vous vous êtes fait spécialiste des réponses. Par exemple,
Si je prends l'exemple de l'équipe U17, quand ils allaient au Brésil, vous avez fait une présélection et après, je ne sais pas, pour des questions d'âge, vous avez dû faire partir, éliminer certains. Et il y a un journal de la place, je pense que c'était l'Observateur même, qui avait titré que des joueurs ont été disqualifiés parce qu'ils avaient dépassé l'âge. Mais après, vous avez réagi pour essayer de donner la vraie information. Et pourquoi vous n'aviez pas donné l'information quand vous avez fait votre présélection et éliminé ces joueurs pour que tout le monde soit au même niveau d'information pour ne pas créer de désinformation? Mais parce que simplement, on ne savait pas que l'Observateur allait en parler. Si l'organe en parle, ce n'est pas pour rien qu'on a créé le droit de réponse. Et qu'on n'est pas d'accord avec l'information, on a le droit d'utiliser ce droit-là pour dire attention, cette information a été divulguée, mais elle ne correspond pas à la réalité. L'information, ça peut être en amont, mais ça peut être aussi en aval, parce que entre-temps, une information a été donnée qui ne recoupe pas, en tout cas, ce que nous considérons comme étant la réalité par rapport à ce qui a été dit, et on est obligé d'intervenir pour apporter des correctifs. C'est ce qu'on a fait sur ce cas-là. Vous êtes entouré de professionnels, ça c'est de l'information, et ces genres d'informations, vaut mieux de les divulguer avant que ça ne crée de l'amalgame. Et il y a aussi le cas Mbeignan. Là, on a senti, Président, là je vais rebondir. C'est pareil. C'est-à-dire, il y a des éléments que personne ne maîtrise. Pourquoi voulez-vous qu'on communique sur un cas Mbeignan alors qu'il n'y a pas encore de cas? Il y a eu cas à partir du moment où son entraîneur a parlé. Ce n'est pas nous qui avons déclenché le problème. C'est son entraîneur qui, à un moment donné, a dit « il n'est pas blessé ». Alors que le joueur est venu, il a fait constater une blessure, les médecins ont validé. Parce qu'aujourd'hui, même on nous a fait un mauvais procès sur nos médecins. Mais aujourd'hui, n'importe quel joueur qui vient, qui dit à son médecin, au moment où il le consulte, quand il le sculpte sur son genou et qu'il dit que j'ai mal, il va en tirer une déduction médicale que ce jour-là n'est pas apte. Derrière, quand l'entraîneur, de manière assez extraordinaire dans une conférence de presse, remet tout en cause, le problème, ce n'est pas nous, c'est lui et Mbeignan. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement rétabli une vérité, une lettre de son club, du club de cet entraîneur-là, qui nous remercie d'avoir libéré Mbeignan parce qu'il était blessé et on vous l'a mis à votre disposition. Ça a coupé court. On a donné le facsimilé qui a été publié par des journalistes. Il y avait cette lettre-là. Parce que l'entraîneur de Rennes, il ne savait pas que son club nous avait écrit. Oui, mais moi je pense que... Ça, on ne pouvait que réagir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire nous. Mais dès lors que le médecin a constaté que Mbeignan ne peut pas jouer, il est blessé, mais la fédération doit communiquer tout de suite. C'est ce qui se fait dans toutes les sélections. Ce qui a été fait. On a dit non, on a dit qu'on l'a libéré, il est rentré. Non, c'est a posteriori, c'est après. Non, il est parti. C'est-à-dire même, d'ailleurs, on n'a même pas eu besoin de lui parce que je pense que, est-ce que c'était pas record? Il y avait un journaliste qui était là-bas, qui l'a filmé en train de rentrer, etc. Donc, l'information était donnée. Il fallait donner l'information mais il ne s'était pas déplacé. C'est quelques jours après que l'entraîneur qui voulait le faire jouer. Je pense que ça arrive souvent. C'est là que la presse dit qu'il y a des problèmes de communication à la fédération. C'est-à-dire que dans les équipes professionnelles et même dans les sélections nationales, quand il y a un joueur qui est blessé, mais dès l'instant qu'il est forfait, les gens communiquent pour dire qu'on donne l'information. Sinon, mais ça, on le fait tout le temps. Oui, mais ça n'a pas été fait pour le cas de Mbeignan. On a laissé, et ensuite, des trucs ont enflé. Quand il y a un besoin d'information... Le process, souvent, l'entraîneur, il est en contact avec les joueurs. Quand il les convoque, eux, ils se parlent. Donc souvent, un joueur peut dire, même avant de venir au regroupement, je suis blessé. Oui. Et à chaque fois, Aliou a exigé que le joueur vienne le faire constater par le staff de l'équipe nationale. Donc quand il vient, il le fait constater. Mbeignan, quand il est venu, il n'est même pas allé au terrain. Il est venu. Il n'était même pas en équipement. En équipement, voilà. Donc, parce qu'il avait annoncé déjà qu'il était blessé. Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Il n'est pas le seul. Il est arrivé avec Lamine Sané, avec d'autres, qui viennent en regroupement. Parce que c'est la fédération ou l'entraîneur qui leur dit « Ok, vous avez dit que vous êtes blessé. Nous voulons en avoir le cœur net. Il faut venir jusqu'en regroupement. » Et ils viennent. Si on constate que cette blessure est confirmée,
Parce qu'il est en proie avec les médecins, les gens regardent. Et on le libère. On n'a pas de raison de garder un joueur blessé avec nous, oui. de le faire voyager. On devait aller où après? Je ne sais même plus. C'était sur une longue distance. La communication, c'était à Singapour. de Mbaignan qui a créé beaucoup de flou. Et là où moi j'ai envie de vous faire intervenir, Président, c'est sur aussi la protection de votre sélectionneur, qui a été aussi démenti devant tout le monde par un autre entraîneur de club. Et au-delà du facsimilé, oui, d'ailleurs, vous m'en parlez, moi je n'étais même pas au courant. À quel moment aussi la fédération protège son sélectionneur? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir un communiqué ou quelque chose? Parce que Stéphane, il n'a pas hésité. Ce communiqué a existé. Mamfatou, je pense que vous étiez en congé, mais on a fait un communiqué. On a fait un communiqué et on a joint le... N'est-ce pas, Hubert? Je pense que vous l'avez reçu. Nous, on l'a fait. Hein. Ça, on l'a fait. C'est-à-dire, on n'a pas attendu. Ce n'est pas lui-même. Au contraire, lui, il a gardé sa sérénité. Je pense qu'aussi la responsabilité, aujourd'hui... tout à l'heure, je parlais des rapports entre les encadrements des clubs avec les encadrements des fédérations. Nous, tout le monde sait qu'on ne s'est jamais laissé faire là-dessus. On a eu le cas Jafra Sakho. Il y a eu d'autres cas, peut-être que même les gens ont ignoré. Où on est intransigeant quand il le faut. Mais on est compréhensif aussi quand il le faut. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. On peut toujours avoir des problèmes par rapport à la communication, à un moment précis, mais globalement, en tout cas sur toutes nos activités, la fédération communique avec les personnes qui sont chargées de cela, avec la commission qui est là. On donne les informations autant que possible, de manière égale. C'est-à-dire, même les communiqués qu'on met dans les sites, c'est pour éviter les pratiques qu'on constate. On donne à tel organe, on ne donne pas à d'autres. On met dans le site. Et il y a quand même un message qui est envoyé à toutes les rédactions pour leur dire la fédération a communiqué sur tel point, allez dans le site, vous allez prélever l'information. Après, l'usage que vous allez en faire, vous allez être libre. Président, un point quand même très important, c'est au niveau du stade Lat Dior de Thiès, vous l'avez dit, pour le moment, c'est le stade dont on dispose et dans lequel on va jouer, mais un problème avec la zone mixte. Moi, je l'ai vécu personnellement lors du match de Sénégal contre Congo. On était pris à partie par les policiers et on était bousculé par les supporters. Donc, vous nous reprochez souvent d'être très férus de foot, d'être demandeurs. Mais j'ai envie de vous dire aussi, quand la fédération a besoin de la presse, quand il y a une campagne de Coupe d'Afrique, c'est oui, la presse doit être derrière son équipe, tout le monde doit être uni. Mais pour des genres de cas d'espèce, on est vraiment livré à nous-mêmes. Cette zone mixte au niveau de Thiès n'est pas fonctionnelle. Je pense que ça s'est passé sur un match. Hein, donc, c'est la configuration même. Matchs, hein. Non, c'est la configuration même du stade. Quand même, je pense que vous devez nous rendre cette justice de dire que même là-bas, nous, on a même pratiquement privatisé tout un espace pour dédier ça à la presse. Parce que le stade n'avait pas, en fait, cette vocation à accueillir les matchs de l'équipe nationale. On est obligé de s'adapter. On a dû éliminer une partie de la tribune officielle pour la dédier à la presse. Après, à l'extérieur, effectivement, il y a un trop facile accès du public. Pas seulement d'ailleurs à la zone mixte, mais même au vestiaire. Donc ça, on va essayer de corriger dans l'organisation. Mais c'est arrivé, peut-être moi, autant que je me souvienne, on nous en a fait le reproche sur l'un des derniers matchs, ou le dernier match. Donc on va essayer de corriger pour le mois de mars. Donc, parce que c'est un stade qui est resté longtemps fermé et qu'on n'a pas toutes les commodités d'un grand stade fonctionnel. Comme Léopold Senghor. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, et les petites erreurs, mettre le drapeau du Congo à la place de RDC. À qui la faute? Bon, c'est des erreurs qui arrivent, hein. C'est des erreurs qui arrivent. Bon, on ne va pas chercher la faute. Et même si on savait qui c'était, c'est pas ici qu'on va le dire. Voilà, donc on a eu des situations comme ça. Et ça arrive pratiquement dans tous les stades où les gens ils mettent un hymne à la place de l'autre. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc on devrait, c'est pas une excuse, on devrait veiller à ce que ça ne se répète pas. Mais comme quoi, aucune organisation n'est parfaite. Très bien. Mais donc, président, et moi aussi, pour vous titiller un peu, des fois, je regarde, parce que je regarde beaucoup TFM. Hein. Je vois que le journaliste annonce un élément, après on montre autre chose. Nous sommes une structure privée. On peut se après, il faut nous montrer dans la caméra qui est fautif. C'est pas la télé nationale, là, ici. Vous cherchez la petite bête, mais moi... Non, je provoque un peu. Ouais, c'est normal. C'est pas méchant. Mais aujourd'hui, est-ce que l'urgence, président, en réalité, c'est pas de trouver un stade rapidement digne de ce nom pour cette équipe nationale? Parce que
les infrastructures avec lesquelles on roule depuis quelques années ne sont pas à l'image même de cette équipe nationale. Les joueurs sont assis sur des chaises plastiques. Je veux dire, c'est pour l'image de notre équipe. On est en train de régler ce qui peut être réglé immédiatement tout de suite. Je ne veux pas faire d'annonce maintenant. Vous verrez en mars qu'on tient en compte tous les points que vous êtes en train d'évoquer. Vous verrez qu'on essaie à chaque fois, dans ce qu'il est possible de corriger maintenant. Après, Mme Fatou, j'estime que ce que nous vivons aujourd'hui est la résultante de négligence qui remonte à des années et des années derrière. Il faut qu'on comprenne cela. Et malheureusement, quelle que soit notre volonté, un stade, ça ne se construit pas en 3 mois. Le stade de Diamniadio, le président l'a annoncé, mais ça prendra le temps qu'il faut pour construire un stade, c'est-à-dire en moyenne 18 mois, 1 an. Léopold Senghor, quand on va rénover, ce sera au moins 1 an. Demba Diop comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a une volonté politique affichée et qui est en train même d'être, je pense, transcrite en actes concrets. On sait qu'on va poser la première pierre. D'ailleurs, à la faveur des JOJ, Ibomar va être rénové, etc. Donc, je pense que dans 2 ans, c'est-à-dire ce sera ça le paradoxe. Aujourd'hui, on peut presque dire qu'on n'a rien, mais normalement, si tout se passe bien, dans 2 ans, on sera capable d'organiser une grande compétition, au moins comme la CAN. Donc,